Bienvenue à cette causerie vespérale sur Info TV. C'est le grand soir qui commence avec des invités sympathiques mais pertinents. Vous allez le découvrir tout au long de ce programme qui mettra un accent sur la décentralisation dans notre pays avec une question fondamentale. Y a-t-il un impact jusqu'à présent réel sur le développement local au niveau de nos communautés depuis que l'on d'expertise liée à la décentralisation dans notre pays? Vous aurez des critiques parce que auteur des ouvrages qui parlent du développement et des communautés, d'ailleurs le titre de livre est là sous mes yeux, Construction d'un État développementaliste communautaire, le Cameroun, projet de politique de développement à partir du maillage des communautés locales. Son co-auteur est sur le plateau, il nous dira le regard qu'il a sur justement le développement communautaire et sur la décentralisation dans notre pays. Et puis on aura un acteur de la société civile avec le recul, son regard sur la mise en œuvre de cette décentralisation dans notre pays. Celui qui ne sera pas là, c'est l'honorable Koupit Adamou, qui a été appelé d'urgence à l'Assemblée nationale pour une réunion entre la Commission des lois constitutionnelles, les membres de cette Commission des lois constitutionnelles et la Commission nationale des droits de l'homme du Cameroun. Il s'agit d'une réunion de sensibilisation. On sensibilise les parlementaires à la promotion et à la protection des droits de l'homme. L'actualité l'oblige. Nous sommes Journée internationale des droits de l'homme ce 10 décembre 2024. Et les questions de droits de l'homme sont évoquées là-bas au Parlement. Peut-être qu'on dira un ou deux mots là-dessus, le temps d'accueillir nos invités. Celui qui vient de loin, il a effectué un long voyage pour être des nôtres sur ce plateau. C'est Jean-Yves Bach. Il est maire de la commune d'Atok, porte d'entrée de la région de l'Est. Monsieur le maire, bonsoir et bienvenue. Merci Jean-Jacques Zé, bonsoir. Chaque fois qu'on vous voit, on a envie de vous demander si le voyage a été quand même agréable. Toujours, et nous avons la chance que depuis quelques jours, le ministère des Travaux publics a entrepris des travaux sur l'axe Ayos-Bonis et nous nous en réjouissons. Disons que le trajet est agréable. Voilà, nous sommes Journée internationale des droits de l'homme. Permettez qu'on dise un mot là-dessus. Le Cameroun n'est pas toujours bien classé en matière de droits de l'homme. Lorsque vous regardez ces classements qui disent que la destination Cameroun est compliquée, vous pensez que c'est crédible? On peut faire confiance à ces classements? Les droits de l'homme sont-ils en péril au Cameroun? Disons qu'il faut se positionner dans une comparaison. Moi, je vis au Cameroun depuis ma naissance. Je suis sorti quelques fois de notre pays. Je ne peux pas dire que je me sens mal dans mon pays, parce que parler des droits de l'homme, c'est parler de l'environnement dans lequel nous vivons. Est-ce que cet environnement a tellement de contraintes qui pourraient nous pousser à penser que nous vivons mal, ou alors qu'il y a au-dessus des Camerounais une mission mise en place spécialement pour intimider, pour violenter, ou alors pour mettre en péril le vivre ensemble dans la stabilité. Donc, pour dire que pour moi, c'est difficile. Je ne sais pas d'où sont tirées ces références, mais des efforts sont faits au quotidien pour que la justice soit toujours rendue au Cameroun. Voilà. Alors, nous accueillons celui qui a un pied au Cameroun, un pied à l'étranger. C'est d'ailleurs l'auteur de ce livre, Construction d'un État développementaliste communautaire. 2 points, le Cameroun, projet de politique de développement à partir du maillage des communautés locales. Vincent Njok, bon après-midi, bienvenue sur le Grand Soir. Bon après-midi, monsieur Zi, et merci de me recevoir dans votre émission. Alors, les questions de droits de l'homme, vous qui voyagez beaucoup et qu'on dise que le Cameroun n'est pas une destination qui protège suffisamment les droits de l'homme, vous êtes surpris parce que vous avez un regard un peu panoramique sur le monde? Oui, effectivement, moi j'ai quand même la possibilité de comparer avec ailleurs et autres. Je pourrais quand même dire qu'il fait bon vivre au Cameroun, mais on ne peut pas quand même dire que les droits de l'homme c'est la panacée de ce pays. Et ça se voit sur beaucoup de facteurs, parce qu'on a toujours tendance à voir les aspects politico-politiciens quand on parle des droits de l'homme. Mais quand on vit au quotidien au Cameroun, ça commence par les contrôles routiers et autres. Et moi aussi, je suis
venu de l'Est de Berthois il y a quelques jours. Déjà, la route n'était pas terrible. Ça, c'est un. Et en plus, le nombre de contrôles routiers que j'ai pu y rencontrer, autres, vous mettre dans une situation, je ne serait-ce que par rapport à la perception. Parce qu'il y a quand même, il est important de dire que la réalité et la perception, c'est deux choses différentes. Mais à certains moments ici, au niveau de la perception et du vécu, on a quand même, ça pèse un tout petit peu. Vous semblez être dérangé par tous ces contrôles routiers. C'est un peu trop. Lorsque vous prenez ce trajet-là et que vous en rencontrez pratiquement tous les 20 km ou tous les 30 km, ça commence à déranger quand même. Non, ce qu'il y a, il y a quand même, il est important de faire une balance entre ce qui doit être fait et ce qui est fait. Il est quand même nécessaire aussi de savoir que nous sommes dans un pays où il y a quand même des difficultés. Il y a encore des agresseurs sur les routes et autres. Donc il y ait des contrôles routiers pour s'assurer de la sécurité du public et autres. Ça ne peut être que positif. Mais quand ces contrôles routiers en réalité vont bien au-delà de ce qui devrait être là pour permettre à, je dirais, aux citoyens de se sentir à l'aise, quand ça devient plutôt, je dirais, rebarbatif et ça... Non, prononcez les mots, prononcez les mots. Vous pensez que ceux qui sont au niveau de ces contrôles routiers deviennent plutôt vos bourreaux, ils vous vident les poches, ils vous agressent pratiquement, vous arnaquent. Je préfère ne pas, je dirais, faire percevoir que tout va mal. Tout au contraire, je tiens à dire que les contrôles routiers sont importants pour pouvoir s'assurer et surtout, quand je parlais tout à l'heure de perception, pour que certaines personnes qui, par exemple, voyagent se sentent en sécurité. Mais de temps en temps, et surtout sur certaines routes, que ce soit... quand je dis certaines, pratiquement toutes, parce que j'ai fait l'Est, j'ai fait l'Ouest, j'ai fait le littoral, c'est-à-dire Douala, Yaoundé et autres, il y a beaucoup trop de contrôles. Beaucoup trop de contrôles. Oui, et surtout, c'est des contrôles qui souvent ne sont pas pour rassurer, et davantage c'est pour vous mettre en difficulté. Mais on sait qu'il y a des transporteurs, à un moment donné, des camionneurs, ceux qui sont sur le corridor, qui plus d'une fois ont attiré l'attention des autorités sur tous ces contrôles qui se multiplient sur les axes routiers. Le contrôle, c'est d'office pour la bonne cause. Maintenant, les pratiques qui y sont, le nombre de ces contrôles, parfois développés, on ne sait pas pourquoi il faut partir de là et trouver pratiquement le même contrôle où on vous demande les mêmes pièces un peu plus loin. Vincent Konjok, merci d'avoir accepté notre invitation pour faire la réflexion sur le développement local, le développement de nos communautés. Lorsqu'on vous retrouve sur cette rédaction, on est un peu surpris. On sait que vous êtes ingénieur, vous avez travaillé pour le nucléaire, vous travaillez pour le nucléaire, pour l'énergie et tout le reste, mais vous entrez dans un domaine, celui de la construction d'un État développementaliste, communautaire, local du Cameroun. Il y a quand même un glissement entre celui qui s'occupe de l'énergie et celui qui entre dans ces dossiers-là. Non, je dirais, je ne me suis pas toujours occupé de l'énergie. C'est vrai que ma carrière qui commence au commissariat énergie atomique en France et puis qui continue à l'Agence internationale d'énergie atomique à Vienne est davantage axée sur le nucléaire quand on le regarde de manière générale, et ce qui est vrai. Mais il est aussi important de savoir aujourd'hui que la technologie nucléaire est aussi un outil de développement. Et donc, je vous parlerai des programmes de santé humaine et autres que j'ai eu à mener en début de carrière, et surtout à l'AUA, et des programmes d'agriculture où on utilise la technologie nucléaire, la santé animale et autres. Donc, il y a beaucoup d'activités. Quoique moi, je sois davantage beaucoup plus spécialisé en ce qui concerne, je dirais, le nucléaire et l'électronucléaire, dont la construction des centrales nucléaires. Mais je peux quand même vous dire que mon départ de l'AUA en 2015 m'a mis au fond dans tout ce qui est activité de développement, puisque je me suis retrouvé en Afrique de l'Ouest à accompagner des gouvernements en ce qui concerne les politiques énergétiques, les stratégies énergétiques, mais surtout la construction des infrastructures. Et quand je parle d'infrastructures, ce n'est pas les installations électriques, mais c'est-à-dire le cadre réglementaire, le cadre législatif et autres, tout ce qui est normatif, tout ce qui peut être qualitatif, pour faire en sorte que le développement énergétique se fasse dans les bonnes conditions. Et à le voir, à voir comment, je dirais, les acteurs de développement et autres, les gouvernements travaillaient. Ça m'a donc poussé à commencer à réfléchir davantage sur tout ce qui est action de développement. Alors, le livre vient d'être dédicacé à Douala, il sera dédicacé dans quelques jours à Yaoundé, il sera présenté au grand public. Il apporte quoi aux Camerounais qui réfléchissent sur le développement local?
Je dirais, il essaie d'apporter une réflexion qui est complètement différente de ce qu'on a toujours tendance à nous donner. C'est-à-dire, on a essayé de prendre le recul nécessaire et se dire qu'est-ce qui se passe par rapport au développement de nos pays. Il est important de noter que on nous a imposé, entre guillemets, un certain nombre de choses du style le discours de la boule qui nous disait ben, vous établissez une démocratie, alors là la prospérité va arriver, la démocratie sera établie, tout le monde se sentira bien. Et on l'a fait et ça n'a pas marché. On s'est posé un certain nombre de questions. Nous avons des pays qui sont en développement. Si on regarde le PIB du Cameroun, même s'il n'évolue pas très vite, en 3, 4, 5 ans, il est passé de 1200 à 1500 $. C'est quand même une évolution. Pourtant, la population se sent toujours beaucoup plus pauvre. Qu'est-ce qui se passe exactement? Donc, on a essayé d'analyser. Et ce livre, on l'a fait en 2 parties, une grande partie. On s'est rendu compte que nos problèmes ne sont pas des problèmes d'aujourd'hui, nous, de conjoncture actuelle. C'est vraiment des problèmes hérités depuis la période de la colonisation et 2 fois même beaucoup plus loin. Et on a essayé maintenant de pouvoir identifier, je dirais, les considérations et les solutions qui nous permettraient de pouvoir évoluer. Mais je tiens quand même à noter, à dire que, en réalité, ce livre, c'est simplement l'application, je dirais, d'un modèle de développement sur lequel nous sommes en train de travailler. Et c'est-à-dire le développementalisme qui a été développé par les Asiatiques, Nord-Est et Sud-Est. Et en même temps, comment réfléchir pour l'adapter par rapport à nous. Est-ce que vous ne venez pas compliquer notre situation? Vous avez dit que la démocratie nous a fait miroiter le développement. On ne le voit pas beaucoup, ce développement-là. La décentralisation est arrivée au Cameroun. Tout le monde a applaudi. Les choses vont changer. Nous ne disons pas qu'elles n'ont pas fondamentalement changé, mais on se pose encore des questions. Vous venez avec le développement, le développementalisme pour ajouter encore à cela. Ne compliquez pas davantage? Non, tout au contraire. Parce que nous, on se dit, en réalité, le développement apporte non seulement la stabilité, mais de manière simpliste. On ne peut pas être un vrai démocrate de ventre vide. Il faut d'abord bien manger. Effectivement. C'est le sport, la démocratie, c'est le sport de ceux qui n'ont plus faim. Exactement. C'est ce qu'on dit au quartier. Et à partir de cet instant, il est donc important aujourd'hui, et c'est ce que les Asiatiques ont compris, de se battre pour apporter d'une certaine manière une certaine prospérité, d'abord pour les individus, et après pour le pays. Et à partir de cet instant maintenant, les gens peuvent réfléchir pour avoir, je dirais d'une certaine manière, commencer à évoluer davantage pour établir un monde beaucoup plus démocratique, et quand je dis même démocratique, à l'africaine, parce qu'il faut quand même savoir aujourd'hui, est-ce que notre démocratie est celle qui nous a imposée par les Occidentaux, ou alors elle est celle que nous sommes capables de développer. Il y avait de la démocratie dans les villages. Là, on sent la vision asiatique dans votre propos. En Chine, on parle de démocratie en termes de chaussures. On dit, est-ce que la chaussure occidentale que vous portez, que vous appelez démocratie, va à votre pied? Est-ce qu'elle ne vous dérange pas lorsque vous voulez marcher? Nous accueillons Henri Séverin Assembe, expert des questions de décentralisation, un acteur d'abord de la communication. Henri Séverin, bon après-midi, bienvenue. Bon après-midi Jean-Jacques et bon après-midi aux téléspectateurs d'Info Télévision que j'ai beaucoup de plaisir à retrouver cet après-midi. Bon, retour sur Info Télévision. On le disait à l'entame du programme, une réunion se tient au Parlement ce jour entre la Commission des lois constitutionnelles et la Commission nationale des droits de l'homme du Cameroun pour sensibiliser à la promotion et à la protection des droits de l'homme à l'occasion de la journée des droits de l'homme ce jour. Mais les questions de droits de l'homme se soulèvent, dit-on avec acuité au Cameroun, au regard des derniers rapports qui disent que notre pays, ce n'est pas du tout ça en matière de droits de l'homme. Je ne suis pas de cet avis dans la mesure où je suis convaincu que la notion de droit de l'homme a besoin d'être customisée, c'est-à-dire qu'elle correspond à la culture, elle est perçue suivant le mode de vie, suivant le niveau de développement économique, social et environnemental, suivant le positionnement qu'on a dans le dialogue géoculturel. Et cela nous amène à imaginer que les référentiels de gauche soient difficilement applicables à droite. Et si nous lisons les droits de l'homme suivant des référentiels qui ne sont pas les nôtres, il y a de fortes chances que nous soyons perçus comme des États qui sont à côté. Alors que nous sommes des États où on se lève le matin, on va qu'à nos occupations, on prend des initiatives, on déploie toute l'activité qu'on est en mesure de déployer sans avoir quelques blocages que ce soit pour le réaliser. Je pense que il faut relativiser la notion de perception des droits de l'homme. Si on regarde les droits de l'homme au Cameroun avec le regard occidental,
ce n'est pas possible et ça n'a pas de sens. Nous ne sommes pas occidentaux. Moi, je suis bantou. Et en tant que bantou, je n'aurai pas la même perception des droits de l'homme que le normand, qui d'ailleurs ne peut pas avoir la même perception des droits de l'homme que la Corse. Vous savez que le Corse est un personnage brimé en France, différent du monégasque qui, lui, a des accords douaniers avec la France. Vous voyez la différence des statuts, structure, la différence de la relation qu'on a avec la puissance centrale. À partir de là, il est évident que les droits de l'homme au Cameroun ne peuvent pas être appréhendés comme les droits de l'homme en France, aux États-Unis, en Russie, en Chine ou partout ailleurs. Les droits de l'homme au Cameroun doivent être appréhendés suivant la culture camerounaise, suivant nos référentiels, suivant nos aspirations, suivant notre projection par rapport au développement et suivant la façon dont nous percevons notre positionnement dans l'espace géoculturel. Je prendrai un cas le plus atypique. Vous savez que les droits de l'homme dans certains pays obligent à avoir un regard assez flexible sur des comportements que nous pouvons identifier dans notre pays comme des comportements déviants. Alors que chez nous, c'est de la barbarie, c'est-à-dire que des comportements qualifiés de déviants chez nous sont de l'animalité, sont de la barbarie et nous amènent à estimer que ce qui les banalise se trouve en dehors du champ des droits de l'homme. Vous savez, dans les droits de l'homme, un homme va avec une femme. Bon, si un homme ne va plus avec une femme, c'est-à-dire que s'il va avec un animal ou il va avec un acteur du même sexe que lui, c'est quand même assez déviant. Et il n'est pas possible que des cultures qui acceptent ou alors qui pratiquent ce type de mode de vie puissent nous donner des leçons en matière de droits de l'homme. D'accord, est-ce que ce n'est pas une magnifique excuse là où on voit encore beaucoup d'arrestations questionnables, quelques bavures policières, on a encore des clichés de ces agressions des hommes en tenue sur même des avocats. Est-ce que ce n'est pas une magnifique esquisse d'esquive que vous tentez de développer là? Moi, je fais la différence entre le structurel, le conjoncturel et le comportement humain. Lorsqu'une règle est établie, au Cameroun, il n'y a pas de règle qui disent qu'un policier faut être un avocat. Au Cameroun, il n'y a pas de règle qui disent qu'on bastonne quelqu'un qui se balade dans la rue. Il n'y a pas de règle qui disent qu'un Camerounais qui parte d'Ayos pour Bonis soit victime d'abus au niveau des contrôles routiers. On ne peut donc pas imputer au structurel camerounais des éléments isolés, des éléments de comportement humain. Et les éléments de comportement humain existent sur l'ensemble de la planète. C'est ce qui construit la solidité de la règle. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une règle, il y a toujours des acteurs qui, du fait de son interprétation ou d'un excès de zèle, peuvent se laisser aller à imaginer des choses qui ne sont pas strictement la règle, ou alors leur façon d'interpréter la règle qui peut faire l'objet d'étonnement ou d'embarras de la collectivité nationale. On ne peut donc pas mettre ça sur le dos du structurel de l'État. Si un policier un peu trop zélé pose un acte isolé qui s'attaque à l'individu et à ses droits. Je vois la réaction de gens de Dieu et vous ne croyez pas du tout à tout ce que vous dites là, que c'est bon, c'est beau, que le Cameroun, tout se passe bien, on ne peut pas se plaindre des droits de l'homme, que ces rapports-là ne signifient pas grand-chose. Je crois que ces rapports-là signifient grand-chose. Docteur Jean de Dieu et vous êtes de la société civile. Comprenez pourquoi vous êtes là, pour qu'on ne se dise pas ce qui nous regarde, que notre causerie du grand soir là, on a seulement pris un côté et on veut défendre et imposer cela à tout le monde. Alors, bienvenue sur le plateau. Merci monsieur Zier. Doit-on s'inquiéter pour ce qui est des droits de l'homme au Cameroun de façon objective? On doit s'inquiéter. On doit s'inquiéter. Pourquoi? Parce que la Constitution est claire. Le préambule dit que tous les hommes sont égaux. Vous lèverez un peu la voix. Tous les hommes sont égaux. Le préambule de la Constitution le dit. Tous les hommes sont égaux en droit et en devoir. Il ne s'agit pas de bantou. Il ne s'agit pas de occidental. C'est la Constitution du Cameroun. C'est la Constitution du Cameroun. Lorsque vous sentez une douleur dans votre chair, ça n'a pas de race,
Est-ce qu'on se comprend? Il n'y a pas de race. Mais la Constitution s'adresse au Cameroun. Justement, nous parlons donc des droits de l'homme au Cameroun. Au Cameroun, oui. Ok. Je peux donc dire que la question les de questions de droits de l'homme, non, il a été évoqué ici des questions occidentales, de culture et autres. Mais pas relativement à la Constitution. Oui, les questions de droits de l'homme ne sont pas liées à la race, à la tribu. Il s'agit de la gestion de l'humain, du caractère humain, c'est-à-dire de la préservation de l'humanité. C'est de ça qu'il est question. Donc ça n'a pas il ne s'agit pas de bantou et autres, il s'agit du traitement humain. Lorsque nous avons des professionnels de la sécurité qui ont été formés, qui ont fait des grandes écoles, et que nous voyons l'école de police, et qu'on se retrouve que un avocat, il est censé défendre la loi. On ne porte pas main sur un avocat. Sous aucun souci. Mais ces professionnels n'ont pas été formés à porter la main sur un avocat. Non, ça remet en question. On ne doit pas parler de cas isolés. Ça remet toute la structure de la formation en cause. Dès lors que cela se répète, nous avons souligné, il n'y a pas que l'avocat, il y avait le cas Longueuil, il y a des cas. Mais soyons sérieux. Quand ça se répète, on ne peut plus parler de cas isolés. Ça devient même structurel à ce moment-là. On questionne même la structure de formation de ces hommes en tenue qui sont censés protéger ces droits de l'homme, mais il ne s'agit pas forcément d'un seul. Non, il s'agit même d'une mentalité. Parallèlement, à travers les mêmes réseaux sociaux, vous voyez quand même comment les Camerounais tabassent les hommes en tenue. Ça, il y a encore c'est aussi que l'inverse. Justement, c'est aussi, je chutais quelque part, une question de mentalité. Oui. C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est l'inverse. C'est-à-dire, le civisme a foutu le camp où on n'a pas mis l'accent. Tout à l'heure, on traversait au niveau de la région et on était en train de faire descendre le mât. Et il y avait des gens qui marchaient, j'étais en train de dire, mais bon Dieu, quand nous on était à l'école, on ne faisait pas ça. Comment donc un Camerounais qui ne sait pas respecter son drapeau pourra respecter l'homme en tenue? Et comment l'homme en tenue qui, lui, se dit que je suis l'autorité? Parce qu'on lui a dit, tu es l'autorité. Quand tu dis, ça doit être exécuté. Nous comprendra qu'un citoyen en civil a ses droits et qu'il est formé pour le protéger et non pour le tabasser. Donc, voyez-vous, il y a cette confusion qui est là et ça pose un sérieux problème de gouvernance, de structure, de modèle même de gouvernance. C'est-à-dire, est-ce que nous avons mis en exergue les conventions, c'est-à-dire le concept même de droits de l'homme? Est-ce que nous l'avons implémenté? Est-ce que nous l'avons intégré dans nos us et notre manière même de faire, nos mentalités? C'est ça, là il faut questionner la chose. Le faire, c'est convoquer par exemple le conseil, la structure qui s'occupe, la commission des droits de l'homme au Cameroun, qui est en sensibilisation au Parlement aujourd'hui, mais on voudrait quand même l'avoir un peu plus active en matière de sensibilisation et d'éducation. Est-ce que la commission des droits de l'homme a été dotée des moyens et des leviers pour pouvoir influencer? C'est de ça qu'il est question. La machine politico-administrative qui est censée, parce qu'on commence par là, implémenter des politiques publiques. Non, je ne pense pas. J'ai plutôt l'impression que la commission des droits de l'homme joue un rôle d'observateur au Cameroun, où elle note quelques action, elle fait un rapport, si on veut on le considère, si on veut on ne considère pas, on va même jusqu'à vouloir corriger parfois ces rapports. Ça pose un sérieux problème même de la structure de l'institution. Est-ce qu'elle a un poids? Est-ce qu'elle a des leviers? Est-ce qu'elle est considérée? C'est tout ça qu'il faut. Vous voulez dire, est-ce qu'elle n'est pas simplement budgétivore? Est-ce qu'elle n'est pas simplement budgétivore? Est-ce que c'est pas une coquille vide? Voyez-vous, moi j'ai l'impression qu'elle ne joue, pas qu'elle n'a pas envie de jouer, mais que le politique ne lui a pas donné le poids et la force. Elle n'a pas voulu prendre ce poids-là. Et si on vous envoie le gendarme? Quand vous voulez prendre... la commission de l'homme, on est garde de corps. Il faut quand même intégrer, Jean-Jacques Zé, que les Camerounais ont
développer une culture d'attentisme qui les amène à démissionner face à un ensemble de situations qu'ils sont en droit de revendiquer. Une commission en charge de la promotion des droits de l'homme n'a rien à attendre du gouvernement. C'est une activité citoyenne, c'est une activité des citoyens organisés qui passe par tous les cadres d'éducation, du plus simple citoyen au moins âgé en allant vers les plus âgés, qui peut donc l'amener à investir tous les réseaux d'influence, tous les réseaux de socialisation qui pourraient donc lui permettre de s'exprimer sans avoir besoin de n'avoir qu'à faire un rapport annuel qui, pour des raisons que nous comprenons très bien, ne vaut pas grand-chose. Les droits de l'homme, c'est apprendre aux citoyens dès le plus jeune âge à respecter les emblèmes de la République, apprendre aux citoyens à aimer son prochain, apprendre aux citoyens à respecter ce que fait son prochain, apprendre aux citoyens à respecter les lois et règlements de la République. Ça n'a pas besoin que des gens s'asseyent dans un bureau et demandent des budgets pour le faire. Non, c'est une activité quotidienne, c'est une activité d'engagement personnel. C'est une activité, c'est comme à l'église, c'est de l'évangélisation. Vous n'avez pas besoin d'argent, vous n'avez pas besoin d'argent pour ça. De l'argent spécial parce que la commission est quand même... Vous n'avez pas besoin. Jean-Jacques, je voudrais chuter en disant, une fois que vous attendez de l'argent des pouvoirs publics, c'est automatique que si les pouvoirs publics observent qu'en leur sein, il y a des embarras à promouvoir des activités telles que celle-là, vous serez plombé et vous ne servirez à rien tel que ce que nous observons à ce moment. C'est quoi la Commission des droits de l'homme au Cameroun? C'est 4 lettres R-I-E-N, c'est-à-dire rien du tout. Et cela se fait simplement parce que cette commission attend ses subsides des pouvoirs publics qui peuvent être embarrassés de promouvoir quelque chose qui peut les mettre... Monsieur Kodjok, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? On est un peu trop dur vis-à-vis de la commission? Non, ce que je voulais simplement dire de façon très simpliste, les droits de l'homme sont universels. À partir de cet instant, qu'on soit noir, blanc, jaune ou rouge... Mais cette universalité-là, je reprends un peu le chemin de l'Asie que vous maîtrisez bien. Un gouverneur chinois nous pose la question, si la loi chinoise interdit de marcher torse nu en route, et puis il y a un Chinois qui marche torse nu. On l'arrête, on le met en cellule parce que c'est ce que la loi prévoit. L'occidental estime que c'est une atteinte aux droits de l'homme alors qu'il y a une loi qui interdit de marcher torse nu. Est-ce que ce n'est pas de ça qu'Henri Sévérin est en train d'évoquer en indiquant qu'il faut quand même que ces droits, bien que ce soit universels, mais qu'on prenne quand même les réalités et les lois de chaque pays? Non, ce n'est pas... Il n'y a pas de loi fondamentalement. Son premier développement n'était pas dans ce sens par rapport à ce que j'ai compris. Ou alors moi j'ai pris un cap, mais par contre la suite de ce qu'il a dit, j'y adhère d'une certaine manière. Mais ce que je voudrais dire, les droits de l'homme, c'est en fonction des lois du pays. Et ils sont universels, mais doivent respecter les lois du pays. Si on va de manière simpliste en disant, ben voilà, il y a une interdiction dans ce pays de faire un comportement inapproprié, et il mérite une condamnation de 3 mois à 6 mois, qu'il ne respecte pas ce que d'aucuns voudraient dans un autre pays, ce n'est pas un problème de droit de l'homme, c'est un problème de droit tout court, c'est un problème de justice dans le pays. Quand on parle de droits de l'homme, c'est un certain nombre de principes qui sont en accord avec la loi, avec les lois du pays. Donc, je crois qu'il ne faut pas faire des confusions sur certains comportements déviants. Ce n'est pas de ça que je crois qu'il parlait. Certains comportements déviants ici, qui ne sont pas acceptés, qui sont acceptés ailleurs, mais qui sont interdits d'ici, ce n'est pas un problème de droits de l'homme. Là c'est clair. Là, on se comprend. C'est-à-dire que si vous avez nos lois qui disent que zéro homosexualité, c'est des gens qui commencent à brandir cette homosexualité-là. C'est rattrapé par la dureté de la loi. Ce n'est pas une question de droit de l'homme. C'est pas une question de droit de l'homme. Nous sommes là. On voit quand même des ONG dans la société civile qui brandissent tous les ONG. Je crois aussi qu'il y a une complicité avec comment la loi fondamentale et les lois du pays interdisent cette chose. Oui. Et maintenant, il y a des lois. Comment une ONG peut se retrouver en train de défendre la chose?
dans la même république. Vous savez que vous avez dans cette république, vous êtes la société civile. Oui, les ONG justement, qui mènent le combat pour défendre cette chose. Je suis contre ces ONG-là parce que moi, j'ai une ONG. Justement, c'est là même le paradoxe. Oui. Comment dans un pays, c'est interdit la chose. Mais il y a une ONG officiellement. Moi, je crois qu'il y a des dons acquaintances entre ceux qui sont aux affaires d'une certaine manière, qui devaient éradiquer, c'est-à-dire mettre hors les structures qui défendent et ceux qui défendent. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut se retrouver avec des ONG qui défendent ça. Ça veut dire qu'il y a une volonté, d'une part, de promouvoir cette chose-là, par exemple. Avec parfois des financements derrière. Avec parfois des financements derrière. Avec parfois des financements derrière. Et comment ces financements entrent? Alors que nous avons des structures qui veillent au flux financier. Mais ces gens parviennent à recevoir cet argent. Bon, je crois que dernièrement, la sortie du MINAD nous a prouvé que il n'y a pas aussi libertinage que l'on peut le croire. Et nous croyons que l'État pour boucler ce dossier, lorsque ces organisations disent du Cameroun que c'est un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme, la première réaction sur les plateaux radio, télé et la une des journaux, c'est que le Cameroun danger. Il n'y a aucun recul, il n'y a aucune lecture critique justement de ces rapports. Pourquoi? Non, ce que je voudrais dire, c'est que, au regard de tout ce qui a été dit, c'est que nous, le monde est devenu un village plat de terre, où les forces se neutralisent. C'est-à-dire le Cameroun devra s'habituer à cela. Il faut donc que les Camerounais apprennent à connaître leur pays, parce que c'est pas tous les jours qu'on va sortir des rapports et que le gouvernement va sortir pour apporter une réaction. Tout à l'heure, M. Assembe vous l'a dit, les Camerounais vivent leur vie au quotidien. Ils se lèvent le matin, ils vont paisiblement à leurs travaux, mais il y a quelques brebis galeuses qui tendent à ternir cette image. Le cas par exemple de ce gendarme qui va maltraiter un avocat, moi j'appelle ça des cas isolés, et nous n'allons pas, ce qui s'est passé, et il doit pouvoir répondre, de ces actes. Et une responsabilité individuelle. Voilà, je voulais donc poser la question à nous tous les panélistes ici. Ces actes-là, c'est l'apanage du Cameroun ou on ne les voit pas ailleurs? Ces mêmes actes, on les retrouve partout dans le monde. Et c'est pour cela que la justice, ce n'est pas pour les justices. Non, c'est pour ça que je voudrais excuserait des violations de droits. Permettez que je termine. Vous comprenez? Vous savez pourquoi la police existe partout dans le monde? Vous savez pourquoi la justice existe partout dans le monde? C'est parce qu'il n'y a pas la paix. En France, il y a une justice. Il y a des prisonniers en France pourtant. Il y a des prisonniers aux États-Unis. Il y a des gens qui se lèvent un matin avec un fusil et qui tirent sur tout le monde. Moi, j'appelle ça des cas isolés. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié la position de M. Assembe. Pour dire qu'en réalité, nous avons des lois. Nos textes de loi, notre constitution, nos lois, nos règlements et autres permettent quand même d'assurer le bien-être de tous les citoyens, des individus, de protéger les citoyens. Et je crois qu'au Cameroun, nous avons une justice forte. Nous ne pouvons pas généraliser des comportements déviants. Je vais prendre le cas, par exemple, l'expert le disait tout à l'heure, parti de Bertois pour Yaoundé, les contrôles et tout le reste. Mais personne n'envoie personne aller frustré. Personne n'envoie. Il n'y a pas une institution qui demande à peut-être un gendarme à aller raqueter. Il n'y a pas, mais les gens le font. Il n'y a pas une institution, il n'y a pas une loi qui demande à un gendarme d'attraper quelqu'un dans la rue et de le brutaliser. Donc en réalité, on demande aux Camerounais de s'instruire, de continuer à s'instruire, de connaître leurs droits et apprendre à se défendre. Lorsque nous avons, excusez-moi monsieur, lorsque nous avons des pratiques telles que, et c'est connu depuis longtemps, c'est-à-dire dans les commissariats, les gendarmeries, des pratiques de fouet avec la machette. C'est connu de tous. Il y a une belle politique d'humanisation des cellules. Justement. Quand vous arrivez à ces endroits, vous trouvez des affiches. Justement. Mais nous avons fait connu de tous. Parce que je suis étonné d'écouter mon frère en face dire que c'est des cas isolés. Mais on ne peut plus parler, on ne peut pas parler des cas isolés lorsque nous savons qu'il y a des pratiques comme ça dans des structures où les gens ont été formés pour sécuriser. On les appelle les agents, ils sont formés pour sécuriser les populations. Il y a des écoles pour cela. Mais on retrouve des pratiques de 1960. C'est-à-dire, ça pose un sérieux problème. Ce n'est plus le cas isolé. Vous n'avez pas demandé quand même qu'on enlève le café en cellule, non?
Ce n'est pas l'hôtel. Non, on enlève le café doit être enlevé. C'est justement pour cela que la société, on doit enlever justement. Ça prouve que nos administrations n'ont pas évolué. Nos administrations ont encore une coloration coloniale, où on pense que c'est légitime pour me faire parler de me fauter. C'est légitime. Vous voyez, la barbarie est encore, l'emploi de la barbarie est encore collée à nous. Par rapport à ce genre de pratique. Que nous marchons à la chicotte. Non, nous ne marchons plus à la chicotte. Alors, nous marchons à la pensée. Très bien, on va sortir de cette mise en bouche qui parle de la journée des droits de l'homme. Tout le monde est appelé à contribuer à la protection, à la promotion des droits de l'homme, mais le respect des lois est fondamental. Les abus sont à condamner. Dans la majorité des cas, disent ces téléspectateurs, quand on tabasse un civil, quand un civil tabasse un homme en tenue, voilà, c'est plus clair, c'est parce que ce dernier a abusé de son statut d'homme en tenue et a violenté le civil. Le véritable problème est que la politique a tellement instrumentalisé les hommes en tenue en les envoyant martyriser les populations que les hommes en tenue se disent pouvoir commettre toutes les forfaitures qu'ils peuvent sans qu'ils ne soient réprimandés. Vous avez vu que c'est la causerie du soir. On donne la possibilité à chacun de donner son point de vue, mais on est tous d'accord que c'est un travail collectif, la protection et la promotion des droits de l'homme. On va prendre une petite respiration et puis on entre dans le vif du sujet. Parlons de décentralisation dans notre pays, c'est clair, le cadre normatif, le cadre institutionnel, dit que le Cameroun est un pays unitaire décentralisé et que de plein pied, nous sommes dans cette décentralisation avec les mécanismes, les structures qui vont avec. Mais la question reste posée, est-ce que cette décentralisation a finalement un impact sur le développement La décentralisation est un mode de vie qui nous a été proposé, auquel nous avons adhéré, qui nécessite d'être mis en place au quotidien. Il est mis en place à travers des structures, des comportements, des façons de faire, des façons d'agir, des façons de penser qui ont nécessairement besoin de temps pour être absorbées par l'ensemble du corps social et qu'on puisse atteindre l'optimum, ou alors tout au moins qu'on puisse atteindre l'équilibre qui nous permettra de dire nous avons atteint le minimum dont nous avons besoin pour pouvoir parler de mise en œuvre effective de la décentralisation. Cela voudrait bien entendu que ce soit au niveau des administrations centrales ou au niveau des administrations décentralisées et déconcentrées, qu'il y ait un effort permanent d'éducation, de mobilisation, de sensibilisation, mais aussi que cela s'accompagne de tous les outils de pression normative qui devraient amener les uns et les autres à changer de comportement. La décentralisation peut aujourd'hui connaître le reproche d'avoir été mise en mouvement en dehors d'un mécanisme d'éducation du peuple. Le peuple a besoin d'être éduqué pour passer de la dimension population à la dimension de la citoyenneté. Une citoyenneté qui est comprise comme une situation de droit, mais aussi de devoir, en contexte de transparence. Et lorsqu'on vous parle de transparence, il s'agit pour chacun des citoyens de savoir exactement en temps réel qu'est-ce qui va se faire dans son pays, qu'est-ce qui va se faire dans son territoire, comment est-ce qu'il peut s'y positionner pour tirer avantage de l'ensemble des possibilités qui lui sont offertes. Globalement, voilà ce qu'on peut en dire. Mais le décor que vous plantez me pousse à vous demander si la mise en œuvre de cette décentralisation-là n'a pas été faite à l'envers, si le côté décentralisation, information, sensibilisation qui devait être prioritaire, est-ce que ce côté-là a été ignoré au point où on n'est pas en mesure aujourd'hui de bien lire, de tracer cette décentralisation? On peut comprendre le contexte dans lequel la décentralisation a été accélérée. Il s'agissait d'un contexte d'urgence. Toute chose bien faite, il aurait fallu... Vous mettez dans ce contexte d'urgence. Il aurait fallu... On était obligé. Vous savez que l'accélération de la décentralisation arrive dans la perspective du grand dialogue national, lui-même venant comme
une situation de dialogue en contexte de crise. Et quand on est en contexte de crise, on n'a plus le temps de procéder à la mise en place de tous les mécanismes d'acculturation qui devraient permettre aux citoyens de digérer ce qui va arriver et être prêts à l'absorber et à projeter ce qui est attendu de lui. Dès lors que nous avons l'accélération de la décentralisation au lendemain du grand dialogue national, c'est évident que nous aurons de la difficulté à renforcer la propension des citoyens à se saisir des concepts, à les vivre, à les mettre en œuvre et à produire les attendus qui devraient en découler. Le Cameroun ne l'a pas fait à l'envers, il était en situation d'urgence. Maintenant que nous construisons le pont à l'eau traversant, nous devons tous nous investir. Il ne s'agit pas d'une affaire... Mais ça commence à être un vieux pont. Il ne s'agit pas d'une affaire de... Quand on parle d'État, il ne s'agit pas seulement d'une affaire de gouvernement. Vous savez, le gouvernement fait ce qu'il peut. Nous sommes en contexte de libéralisme communautaire et quand on parle d'économie libérale, on dit que la puissance publique assure la régulation. La construction du pays se fait par les citoyens dans des approches libérales de construction des concepts, des idées, des entreprises pour tirer avantage de ce qui est proposé par la puissance publique. Dès que j'ai dit cela, sans avoir... Je donne mon stylo à Jean de Dieu, vous là, parce qu'il veut tellement prendre les notes. Sans avoir besoin d'excuser les difficultés ou les travers qu'on peut observer au quotidien et qui viendraient de l'institution de régulation, j'insiste sur le fait que les Camerounais doivent se saisir de cette opportunité pour développer leur existence personnelle et lui donner du sens. Ce n'est pas le gouvernement qui va donner du sens à la décentralisation. C'est la capacité des citoyens à se saisir de la décentralisation qui va lui donner du sens. Et c'est à ce niveau que nous pouvons faire observer au gouvernement qu'il y a un important mouvement d'éducation à réaliser, tant au niveau des citoyens que des administrations centrales et décentralisées, pour que même ce qui est prévu en matière de gestion des compétences à transférer ou alors de gestion des compétences transférées puisse atteindre le niveau optimal. Alors, s'il était donné de conclure, à la suite de votre développement, si on conclut en répondant à la question, je vais demander à Jean de Dieu, vous n'avez fait l'exercice. Après l'avoir écouté, vous avez envie de répondre que quoi? Est-ce que la décentralisation a un impact aujourd'hui sur le développement local? Il faut demander ça à un gars de Ngalmandouga. Est-ce qu'il... Ouais, c'est mes voisins. Mais pourquoi tu me rappelles la question? Parce que moi j'ai grandi. Moi j'ai grandi de ce côté-là et tout. Moi je fais quartier là-bas. Nous reçoit le ministre de l'Agriculture aujourd'hui. Comme vous pensez que c'est la le ministre de l'Agriculture est justement, est-ce que là-bas... Bon, je ne sais pas pourquoi. Je dirais que la décentralisation n'a jamais été une question de... Ne sait pas faire par rapport à une urgence quelconque. Elle a attendu 20 ans. Logé dans la Constitution. Vous parlez d'urgence ou à quel niveau? Dans quoi? Vous avez pas... Dans quoi attendre? Mais comme on a attendu 20 ans, qu'est-ce qui pressait? Puisque vous avez parlé de sensibilisation, mais vous n'avez pas parlé de formation. Comme mon voisin dit, l'État fait ce qu'il peut. Non, l'État ne fait pas ce qu'il peut. L'État fait ce qu'il doit faire. L'État, non, c'est moi qui fais ce que je veux. Le citoyen fait ce qu'il peut, avec les moyens qui lui sont donnés. Mais l'État a les moyens de l'État. Et doit pouvoir non seulement sensibiliser, former. Est-ce qu'il y a eu... on a l'impression qu'il y a eu la charrue avant les bœufs. Mais il y a quand même eu des séminaires sur l'ensemble du territoire national. Non, les séminaires ne forment pas. On crée des écoles. À l'époque, avec décentralisation, on crée des écoles. Les 20 ans qui nous ont séparés de l'implémentation de la décentralisation, est-ce qu'il y a eu une école créée pour commencer à former les élus locaux, ceux qui aspirent, ou même une administration locale? Non. Ça veut dire que c'est une volonté politique de plomber même la chose. Pourquoi? Parce que, au regard de ce qui est en train de se faire, dites-moi comment est-ce que les 15% que l'État doit reverser au CTD, c'est chaque ministre
qui juge opportun en son temps de reverser, de transverser, si ou ça. Ça veut dire qu'il y a un problème de volonté politique. Parce qu'on devrait couper cet argent, on devrait le reverser. En amont, il ne devrait pas se retrouver entre les mains d'un ministre. Si on voulait vraiment, je dis rien que, je vous montre rien que sur ce point-là. C'est-à-dire que les 15, ça veut dire qu'on coupe à la source. Est-ce qu'il y a des moyens de couper à la source? Oui. Puisque l'État a ces moyens-là. Et reverser cet argent? Oui. Mais pourquoi ça doit passer entre les mains d'un ministre? Et on se retrouve aujourd'hui que on a que celui qui a fait le plus est à 7,5%. Au nom de quoi un ministre à lui seul se sent libre d'aller contre ce que les textes disent? Il y a donc là quelque chose où moi je dirais, il a parlé d'évangélisme, moi je vais prendre un passage biblique. On ne met pas le vin nouveau dans les vieilles outres. Le problème de notre qui plombe la décentralisation, c'est la vieille administration corrompue, néocoloniale, qui a l'empreinte, c'est-à-dire le Ngom. Elle devait être reformée, elle doit être reformée, réforme même, pour une performance. Parce que c'est ça le problème. Le problème, c'est l'administration. Notre modèle de gouvernance administratif est archaïque, où les gens trouvent que un maire ne doit pas parler, il ne peut pas parler, il n'est pas. Non. Pour preuve, nous avons eu une scène il n'y a pas longtemps où les maires sont en pleurs. Les élus locaux sont en pleurs. On a tambouriné sur un maire qui a osé. Oui, il a osé parler et il n'a pas que lui. D'où les maires pleurent. Les textes sont bons. Qu'on vaut un élu local avec des textes sans argent dans son compte? Qu'on vaut un élu local qui doit aller supplier un trésorier du MINFI que s'il te plaît, voilà, le pont là s'est gâté, il faut que tu me libères, il faut, je parle comme au quartier, non, on dit non, l'ordre n'est pas venu en haut et autres. Mais pendant ce temps, rien n'est fait au niveau local. Et si même, de manière générale, notre budget tarde à être consommé totalement, c'est la décentralisation qui sera consommée. Alors, vous avez en face de vous un maire qui est là, il vous a écouté. Peut-être que lui, il aura une réponse un peu plus concrète, acteur de terrain. Est-ce que la décentration a un impact sur le développement local depuis que vous êtes là, vous la vivez, cette décentralisation, en tant que maire? Vous sentez qu'il y a quelque chose qui bouge, qui change, qui peut amener ce développement local? Voilà, c'est une question assez grande, mais je voudrais simplement qu'on revienne un peu, qu'on baisse un peu le niveau du débat, pour que le citoyen lambda comprenne bien ce que c'est que la décentralisation. C'est-à-dire, j'aime souvent définir la décentralisation comme la décongestion du pouvoir centralisateur vers les périphéries. Alors, mais d'une manière pratique, c'est comme si vous me posiez la question de savoir quel est le rôle du maire. Est-ce que les communes existent? Est-ce que les communes ont un rôle dans le fonctionnement de l'administration camerounaise? Est-ce que les communes ont un rôle dans le quotidien des populations? Je vous répondrai sans abâche par oui, pour vous dire clairement ceci. Vous savez, nous qui sommes de la promotion 2020, juste après le grand dialogue, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui ont considérablement changé. Beaucoup de choses ont changé. Je prends le cas simple qui a été maturé par le PNDP, le Programme National de Développement Participatif. Les plans communaux de développement, par exemple. Des experts descendent. Je vais partir à la base pour qu'on comprenne un peu. Les experts descendent dans toutes les localités, tous les coins des villages, pour recenser, recueillir toutes les doléances des populations. Et ces experts consignent cela dans un document qu'on appelle plan communal de développement. Les experts communaux ou les experts qui viennent de Yaoundé? C'est-à-dire que ce soit, quand on dit des experts, n'est-ce pas? C'est des enquêteurs, des recenseurs, c'est-à-dire des individus, des étudiants et autres qui descendent dans les villages pour poser juste des questions simples aux populations. De quoi avez-vous besoin pour vivre, mettons, je parle des termes simples, à l'aise, pour vivre à l'aise? C'est-à-dire, nous avons besoin d'eau, nous avons besoin d'électricité, nous avons besoin des salles de classe, nous avons besoin des médicaments, nous avons besoin de la santé, nous avons besoin de ci ou de ça. C'est tous ces éléments qu'on recense et qu'on classe par priorité. C'est même ces populations qui les classent par priorité. Tous ces documents sont donc, tous ces éléments sont consignés dans un document qu'on appelle plan communal de développement. Et c'est sur ce plan communal de développement que la commune bâtit son projet. C'est sur ce plan de voie.
Alors donc, il faut donc se poser donc la question de savoir. Quelque chose a changé? Non, parce que chose, oui, on avait l'impression par le passé que le Minepat et ses autres articulations décidaient de ce qu'on envoie dans chaque village. Non, je vais vous prendre un cas, M. Jean-Mardi, je vous prends un cas pratique de ma localité qui est la commune d'Atok. Voilà, nous avions un village qui était totalement coupé de notre administration, il était coupé de la route. On y passait par des pirogues, on a emprunté des pirogues pour que les enfants à l'école ils prennent des pirogues. Alors quand nous sommes arrivés, qu'avons-nous fait simplement? Nous avons simplement maturé notre projet, nous l'avons fait passer chez un bailleur de fonds, c'est-à-dire on appelle ça le fonds routier. Nous avons bénéficié des financements, nous avons pu construire un pont aujourd'hui qui dessert toute la localité. Et vous comprenez, est-ce que quelque chose n'a pas changé là? Très bien. Ça, c'est un premier pan. Dans ma communauté également, nous avons pensé que entre Yaoundé et Bertois, n'est-ce pas? Entre Yaoundé et Bertois, ça fait, je crois, c'est 360 km. Et Atok fait le milieu, c'est 160. C'est-à-dire, nous sommes à mi-parcours entre Yaoundé et Bertois. Nous avons donc pensé là construire un grand parking à gros porteurs. C'est une idée de la commune. Et c'est quelque chose qui donne beaucoup d'argent. Et les ressources de qui? Ce sont nos ressources propres. Oui. Nos ressources propres. Nous avons pu construire ce parking qui nous produit suffisamment d'argent pour permettre de réaliser les micro-projets que nous faisons. Mais n'entrons pas dans cette... Est-ce qu'on a besoin d'être dans la décentralisation pour construire un parking? Non, je voudrais dire ceci. Vous le couvez. Ne prenons pas la décentralisation dans ce sens. Vous comprenez? Moi, je pense que la structure avant, c'était simple. C'était que les idées, les projets venaient d'en haut et venaient directement trouver les populations là. Aujourd'hui, on ne place plus un forage dans un village comme on le voudrait. Hein. C'est-à-dire que ça vient de la volonté des villageois. C'est le villageois qui sait où on doit placer son forage. Et chaque commune a ses spécificités. Mais je refuse qu'on parle de la décentralisation en termes de moyens. J'ai beaucoup apprécié l'idée d'éducation. Il faut bien que les gens comprennent que, à la base, on invite les populations à participer à leur propre développement. C'est-à-dire la participation citoyenne, à contribuer au développement de leur pays. Contribuer par quoi? Par les idées, par les pensées. Moi, je suis un spécialiste en économie. Moi, j'apprécie beaucoup plus le libéralisme économique. Lorsque vous pensez que l'État va tout faire, si vous pensez que l'État va tout faire, aucun État au monde ne peut tout faire pour ses populations. On est d'accord, monsieur le maire. Voilà. Mais l'État a dit que désormais, on ne fait plus tout. Vous devez faire quelque chose. C'est quelque chose qu'on évalue. Est-ce que depuis qu'on est entré dans ce processus qui voudrait que vous fassiez quelque chose sans attendre l'État, est-ce que vous avez les moyens docteur, vous avez donc le maire qui ne pleure pas? Non, j'ai l'impression que le maire... Oui, j'ai l'impression... Monsieur Ounaou revient à vous tout à l'heure, le temps de donner la parole à monsieur Konjok. Est-ce que lui, il a la réponse à cette question-là? Est-ce que la décentralisation est en train d'amener, puisqu'on est dans un processus, le développement local? Je dirais, je serais d'accord sur le point éducation qui a été énoncé. Et aussi, la décentralisation n'est pas un problème de moyens. C'est un problème... Alors, sur l'éducation, ça n'a pas été fait. Ça aurait dû être fait. Qui aurait dû être éduqué? Oui. Qui aurait dû être éduqué? Tout le monde? La décentralisation, ce n'est pas un mécanisme. Le Cameroun est un pays à décret. La décentralisation, ce n'est pas un décret. La décentralisation, c'est une volonté du peuple qui permet de pouvoir, d'une certaine manière, évoluer vers une appropriation d'un certain nombre de responsabilités. Ça, c'est un. Et donc, ce n'est pas simplement un problème de moyens, c'est un problème. Et pour moi, aujourd'hui, je serais complètement d'une vision complètement différente de ce qui a été dit, parce que pour moi, je considère que la conception de la décentralisation ici n'a pas été bien faite. Est-ce que ça apporte des fruits? Effectivement. Mais le problème aujourd'hui, il y a des gens qui ont eu des doctorats après avoir fait toutes les classes 2, 3, 4, 5 fois, et autres, ils ont quand même, à 50 ans, ils ont eu leur doctorat. Et est-ce qu'on va dire que la décentralisation a été lancée en 96, si je ne me trompe pas? À ce jour aujourd'hui, est-ce qu'on a évolué à la vitesse qu'on aurait pu le faire? La réponse est non. Mais est-ce que ça a évolué? Effectivement qu'il y a eu des changements et il y a eu des évolutions. Le problème aujourd'hui, c'est que, et moi j'étais quand même assez ahuri quand j'entends des gens qui parlaient de décentralisation accélérée. Le mot qui m'est revenu, c'était une idée de Janvier Onana qui disait
qu'est-ce qu'il disait même encore, j'ai le mot. Sur la décentralisation. Non, c'était pas. Non, c'est vrai qu'on avait entendu ça dans un discours du chef de l'État qui demandait à ce la que le décentralisation processus soit accélérée. Oui. Quand on parle d'accélération, décentralisation et même libéralisme. Le libéralisme, c'est l'absence de protectionnisme, c'est l'absence de nationalisme et autres. Je ne suis pas très porté libéralisme d'un pays comme le Cameroun aujourd'hui, où on n'a pas la base. C'est comme si on se mettrait en concurrence avec un enfant de 2 ans, se met en concurrence avec un autre qui est au lycée et autre pour faire un 100 mètres. Ou alors quelqu'un comme vous. Je vais revenir sur votre idée initiale. Celle qui semble indiquer que la décentralisation a été mal pensée. Non, elle a été mal conçue. Elle est mal conçue parce que, en réalité, une décentralisation, premièrement, on doit avoir une masse critique pour pouvoir, les bases, que ce soit de la physique, neutronique, même la chimie et autres, les polymérases, c'est les phénomènes de réaction en chaîne qui permettent une évolution, qui peut être exponentielle ou factorielle. Elle va sur une base masse critique. La décentralisation aujourd'hui, est-ce que les 10 régions camerounaises ont les bases nécessaires pour pouvoir avoir une masse critique qui leur permette de se développer et évoluer? La réponse ne me semble pas appropriée de dire qu'elle est positive aujourd'hui. C'est normal qu'on ait dans un pays comme le Cameroun une différence entre les différentes régions et autres. Mais aujourd'hui, ces différentes régions n'ont pas été pensées par rapport à leur donner la possibilité d'avoir la nécessaire masse critique qui va leur permettre de se développer par rapport à leurs ressources propres. Aujourd'hui, on a d'une certaine manière des régions décentralisées qui sont commandeuses, qui attendent à tout moment qu'on leur donne quelque chose et qui ne sont pas dans la capacité de pouvoir d'une certaine manière générer. Ça, c'est un. On a aussi un certain nombre de problèmes. C'est aussi les hommes politiques. Et c'est là où je voulais revenir avec Janvier Onana qui parlait d'entrepreneurs politiques. Aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre ici qui l'a dit, on a beaucoup plus, je dirais, des créatures, entre guillemets, politiques. Et quand on est une créature politique, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir une position d'opposition par rapport aux créateurs. Oui. Et aujourd'hui, nous savons que ce n'est pas la population qui crée, c'est le haut qui crée. Donc d'une certaine manière, aujourd'hui, les acteurs politiques décentralisés, non seulement ne sont pas toujours aussi bien formés dans leur ensemble, et là je reviens donc avec l'éducation qui a été mentionnée ici, pour pouvoir faire un certain nombre de choses, mais en même temps, ils n'ont pas la force morale, mentale et même intellectuelle et physique même, nécessaire pour à certains moments défendre bec et ongle ce qui doit être fait parce que c'est la population qui les y pousse. Et c'est pour cela que nous aujourd'hui dans le développementalisme communautaire, on essaye de réfléchir d'une certaine manière quelle peut être de manière stratégique, je dirais, les différentes formes décentralisées sur lesquelles on devrait évoluer. Et là, ça revient même, et certains ici considèrent que c'est un sujet tabou, légèrement sur la forme de l'État. Par exemple, une idée qu'on a, on peut se dire, et ça c'est juste un exemple, on va s'inspirer un peu des zones décentralisées espagnoles et autres. On sait qu'ils ont des régions communautaires et autres qui ont été faites, je crois, il y en a 16 ou 17, quelque chose comme cela. Et malheureusement, c'est une monarchie, donc ça ne marcherait pas avec nous, mais ça leur donne, au niveau culturel, une certaine base nécessaire. Ça veut dire pour pouvoir développer un certain nombre de choses. On peut aussi s'inspirer, par exemple, des Landers allemands. Les Landers allemands aujourd'hui, ils ont créé, et là, malheureusement, certains vont nous dire, oui, mais c'est une fédération, c'est plus approprié en ce qui nous concerne. Et l'avantage qu'on peut avoir avec les Landers allemands, c'est que, même si c'est le fédéralisme, même oublions le mot fédéralisme, disons décentralisation avancée ou décentralisation accentuée. Si on prend les Landers allemands, ils ont peut-être un mécanisme compétitif, ici on met un mécanisme coopératif, mais on donne aux communautés, on donne aux régions, si c'est les régions décentralisées et autres, la capacité déjà d'avoir la masse nécessaire, ça veut dire en termes humains, en termes régional, en termes culture qui les rapproche, ça peut même être aussi en termes linguistiques qui les rapproche tous. Parce qu'aujourd'hui, une région décentralisée peut dire, ben voilà, nous avons 2 langues nationales, mais nous, on va se développer une petite langue, je dirais régionale, qui est la langue qui sera la plus parlée dans la différente zone pour leur donner une certaine synergie. Et c'est pour cela que pour nous aujourd'hui, il est peut-être important de repenser
on a lancé la décentralisation déjà. Elle a commencé à évoluer avec un certain nombre de problèmes. Pourquoi toujours pousser dans le même sens? Pourquoi ne pas revenir un peu en arrière, s'asseoir, réfléchir d'une certaine manière? Je ne dis pas que cette réflexion n'a pas été faite. Hein. Il y a eu par exemple ce qui a été fait avec les zones du Nozo et du Grand Dialogue. On leur a donné un régime spécial. C'est une réflexion comme celle-là. C'est une des réflexions. Mais pourquoi ne pas aujourd'hui se réasseoir et puis refaire maintenant une réflexion qui va toucher la totalité et pour qu'il n'y ait pas toujours des spéciaux, les régimes spéciaux à tout moment sont toujours d'une certaine manière un peu problématiques. Et alors, pour qu'il y ait une certaine équité entre les différentes régions décentralisées et autres, et qu'on puisse maintenant pouvoir nous lancer dans un développement. Alors, l'appropriation de la décentralisation, la compréhension, ceux qui ont fait les sensibilisations, même si vous les trouvez limitées, n'ont-ils pas donné l'impression que c'est l'occasion de recevoir, qu'au niveau des CTD, on va recevoir, que décentralisation rime avec transfert, au point où aujourd'hui, quand il n'y a pas de transfert, on est bloqué. Pourtant, la décentralisation n'est pas seulement ce transfert-là. Moi, j'épouse le développement de l'aîné. Hein. Je juge qu'il a raison qu'elle a été mal pensée. Parce que nous sommes à plus de 300 ethnies. C'est sentencieux, ça. Ça a été mal pensé. Mais je suis d'accord avec lui. Pourquoi? Parce que est-ce qu'il y a eu une étude sociologique et même sur le plan régional? Est-ce que la région de l'extrême nord a les mêmes problèmes de développement que la région du nord-ouest? Au niveau de la pluviométrie, au niveau même des projets de développement, au niveau même des projets agro-pastoraux. Je prends seulement sur ce plan-là. Est-ce que tu crois que le maire de Béatois pourrait avoir un plan de développement du même type que celui de Garoua, de Tokombere? C'est là où nous parlons. Je rejoins ça. Vous pensez qu'on devait faire une étude région par région? Région par région, une étude sociologique. Non, une étude. Est-ce qu'on serait encore dans l'option de la décentralisation? Justement, parce que vous parlez de sensibiliser les peuples. Vous allez sensibiliser les peuples sans tenir compte de leur histoire, de leur anthropologie, de leurs us. Vous gardez la main. Allez, c'est vrai, je te réponds sur cette question. Vous gardez la main. La parole vous revient. C'est en quelques secondes. Non, sur cet aspect. Je pense que les Camerounais se trompent beaucoup sur ce qu'on appelle la décentralisation. Quand on parle de décentralisation... Mais est-ce que ce n'est pas ce qui se passe qui... Les Camerounais se trompent beaucoup, c'est la raison pour laquelle nous soutenons qu'il y a un vaste mouvement d'éducation à mettre en place et à déployer. Pour faire la décentralisation, il faut d'abord assurer une bonne déconcentration. S'il n'y a pas une bonne déconcentration, il n'y aura pas de bonne décentralisation. Et dans le mouvement... actuellement, il y a quoi? Est-ce qu'il y a une bonne décentralisation? Il y a davantage une faiblesse. Vous savez, Jean-Jacques, je vais prendre une allégorie. Quand il pleut, si vous avez besoin d'eau, vous n'en recevrez qu'à la taille des récipients que vous allez mettre à l'extérieur. Pour capter la décentralisation, il faut avoir un réceptacle. Nous avons un problème de réceptacle. Et le réceptacle s'appuie sur la capacité des citoyens et des organisations à saisir. Je vais expliquer un peu ma pensée. Vous voyez, quand on met en mouvement l'opération 2001, on dit promotion de la gestion axée sur les résultats. La gestion axée sur les résultats, c'est un mouvement qui est impulsé au niveau central, qui va se déployer de manière déconcentrée. Gestion axée sur les résultats, c'est de dire aux citoyens, désormais, quand vous vous levez, vous mettez en place un plan d'action, vous l'évaluez, et puis ça vous permet de vous situer par rapport au Cameroun. Deuxième mouvement, on dit, nous avons besoin de citoyens compétents, et diversifié en termes de perspectives économiques. On lance le mouvement de professionnalisation dans le secondaire et dans le supérieur. Là, nous ne sommes pas encore dans les mairies. Je suis en train d'expliquer un peu l'écosystème qui se met en place. C'est ce qui se fait. Je suis en train de décrire mon pays.
Mon pays, oui. Ah d'accord. Oui, quand on dit je suis assez sur les résultats, je suis assez sur les résultats, c'est 2000-2001. Oui. Quand on dit professionnalisation dans l'enseignement supérieur, le secondaire, nous sommes dans la fourchette 2001, c'est la loi d'orientation. 2004, c'est où? Laissez-moi déployer. On ne peut, Jean-Jacques Zé, les Camerounais doivent comprendre que la décentralisation, ce n'est pas le maire, ce n'est pas le président du conseil régional. C'est la collectivité, c'est les acteurs. Et dans les acteurs, vous avez les acteurs étatiques, les acteurs para-étatiques, les citoyens, les collectivités, les entreprises. C'était pas la personne qui a pris son temps de parole. Lorsque j'ai terminé ça, je m'en voudrais de ne pas chuter. On vous dira, pour préparer l'accélération de la décentralisation, il faudrait qu'on ait des espaces marchés. Les espaces marchés, c'est quoi? C'est la démographie. C'est la raison pour laquelle vous verrez l'éclatement des lycées qu'on a dans tous les départements et les arrondissements. Les universités d'aujourd'hui sont où? Elles sont plus seulement centralisées à Yaoundé. Quand vous dites université de Bertois, c'est à Bombang. Pourquoi? Parce qu'il faut retenir la population, créer un espace marché, faire une montée démographique, une montée en compétences, de telle sorte qu'il y ait un dynamisme local qui produise le développement local. Parce que là, nous sommes déjà dans des États locaux. Et les États locaux, c'est quoi? C'est d'abord la population. Et quand on dit la population, c'est la force de production et la force de consommation. Alors, si vous n'avez pas compris ça... Justement, on est dans la compréhension, où vous venez d'expliquer quelque chose. Vous avez dit que les Camerounais se trompent. Est-ce qu'ils se trompent ou est-ce qu'ils ont mal compris ou on leur a mal expliqué? Docteur, voilà. On leur a mal expliqué. Et on a, je maintiens, je rejoins les nez, on a mal pensé. Parce qu'on n'a pas... Vous ne pouvez pas éduquer les gens sans tenir compte de leur environnement. Si mon voisin nie cela, c'est une erreur stratégique. Et voilà le résultat qu'on a. On vient mettre un lycée où les banques doivent être commandées à partir de Yaoundé. L'hypercentralisation. Quand il parle c'est pour ça qu'on a les lycées, les universités. Les universités sans laboratoire. Et non, pas de la vision. Non, la vision. L'accompagnement ou l'encadrement. Écoutez un peu. Oui. Vous savez, c'est ce qu'on appelle c'est bien d'avoir la vision. Comme un député disait au président, à un ministre, c'est bien d'avoir des visions 2035. Mais la réalité sur le terrain, le citoyen n'a pas de vision. Le citoyen, c'est ce qu'il y a. On n'a pas tenu compte. Je répète que un maire de Bombang et le maire de Tokombéré n'ont pas les mêmes réalités. Ils n'ont pas les mêmes projets. Ils n'ont pas le même environnement. Ils n'ont déjà même pas la même... Les cultures sont un peu diversifiées. Est-ce qu'on a tenu compte sur le plan local de ce développement-là? Je ne pense pas. Ce développement-là, je ne pense pas. Je crois qu'on a pris une pâle copie de quelque chose qu'on a voulu assimiler comme toujours. On est venu juxtaposer avec l'administration coloniale qui est là aujourd'hui et ça commence à ne pas aller, c'est-à-dire comme une veste qui sur mesure, qu'on t'a dit qu'on va faire porter alors qu'elle n'est pas sur mesure. C'est de ça qu'il est question. Tous ces gros discours où il faut non, la décentralisation, le citoyen même a d'abord été éduqué. J'ai parlé de formation. Est-ce que ceux qui sont, parce que j'ai l'impression ici que on donne tort aux citoyens. C'est-à-dire c'est le citoyen qui n'a pas le récepteur, qui refuse d'intégrer la décentralisation. Mais dites-moi, quand on prend un vieux fonctionnaire sorti de l'ENAM, le maire président de région, il est différent encore à un fonctionnaire. En quoi est-ce qu'il a muté entre le fonctionnaire et l'élu local qui a besoin d'une autre formation, qui a d'autres réalités? Tous les présidents de région, c'est quoi? C'est des anciens fonctionnaires. Hein? En quoi, quand est-ce qu'ils ont été formés pour gérer? C'est-à-dire qu'ils quittent de l'administrateur civil ou je ne sais pas quoi pour devenir maintenant l'administrateur local. En quoi? C'est autre chose. Non, ce n'est pas autre chose. C'est justement là le problème. Vous accusez les citoyens qui n'ont pas, ils ne ressentent pas la décentralisation. Moi, j'accuse ceux qui sont placés pour implémenter la décentralisation. Est-ce qu'ils ont les capacités managériales adéquates pour pouvoir implémenter ça? Pour même permettre, est-ce qu'ils comprennent même
eux-mêmes là, ils comprennent même d'abord de quoi il est question. Pour permettre à ce que le citoyen comme l'accuse ici, c'est-à-dire parce que depuis que j'entends là, c'est que le réceptacle, parce que le réceptacle c'est le citoyen. Et le discours qui ressort, c'est que la masse critique n'a pas reçu. La masse critique n'a pas été sensibilisée ou a refuté la sensibilisation. Non! Il n'est pas question de cela. Cette masse critique a été ignorée lorsqu'on a pensé cette décentralisation. On a cru qu'on va pouvoir leur imposer tout le monde, pouvoir imposer tout à partir de Yaoundé. Par la centralisation des choses, c'est-à-dire dès qu'on signe un décret, l'aîné l'a dit, c'est-à-dire c'est une décentralisation à décret. Dès qu'on signe un décret, on croit que le gars de Bala qui conduit la moto a compris. Et quand vous arrivez avec ça au Bala, il ne comprend rien, il continue à vivre comme il vit d'habitude et ça commence à gripper et on accuse le récepteur qui n'a pas compris, qui ne veut pas s'adapter, qui ne veut pas évoluer. Il ne s'agit pas de cela. Il est question qu'on a pensé qu'on peut mettre le vin nouveau dans des vieilles outres. Et la Bible dit que lorsqu'on met le vin nouveau dans des vieilles outres, les autres vieilles se brisent. Alors, si on prend ce que vous dites, on a l'impression que vous demandez une rupture totale, une cassure. Il faut qu'on reformer. Est-ce que l'administration en fait, excusez-moi, peut-être mon niveau d'intelligence ne me permet pas de bien comprendre ce qu'on recherche, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est ce type de débat qui déroute un peu nos populations à la base. Alors, on parle là de participation citoyenne au développement. Parce que le thème, c'était la décentralisation, l'impact sur le développement local. L'impact sur le développement local. Je me suis posé juste une question. Est-ce que dans nos villages, est-ce que dans nos communes, les populations ressentent la présence de l'État? Est-ce que dans nos communes également, est-ce que dans nos villages, les doléances de certaines populations sont prises en compte? C'est une petite expérience que je voulais poser. Alors, il faut voir comment notre société fonctionne. Dans nos villages, il y a des jeunes qui organisent beaucoup, qui ont un certain nombre d'activités qu'ils mènent. La pêche, l'élevage et bien d'autres, l'agriculture. Ils ont des activités qu'ils mènent. Alors, le rôle de la commune à ce niveau, c'est quoi? C'est de les encadrer. Voilà un rôle qu'on nous a donné. Comme d'habitude. Oui, ça va changer. Vous demandez, c'est le rôle traditionnel de la commune. C'est le rôle traditionnel de la commune, n'est-ce pas? Ça l'a toujours été. Il y a des compétences qui ont été transférées aux communes dans ce domaine-là. On a donc demandé de renforcer les capacités de la commune, à renforcer les capacités des citoyens. Parce qu'en réalité, si nous sommes dans une logique comme quoi rien n'est fait, c'est un peu... On dit pas que rien n'est fait. Parce qu'il faut voir si ce qui est fait a un impact sur le développement. Ça a un impact sur le développement. Écoutez bien, le développement, c'est quoi? C'est lorsque la croissance économique, n'est-ce pas, s'accompagne par une amélioration des conditions de vie des populations. Est-ce que vous pensez véritablement que dans nos localités, les populations sont restées au statu quo? Non. Nous, chaque je dis, je vous prends un cas simple. Chaque année, des écoles sont construites dans les villages. Chaque année, les centres de santé sont construits. Chaque année également, les médicaments et autres, il y a des accompagnements pour des jeunes et tout le reste. Il y a quelque chose qui avance. Ce que l'expert voulait dire tout à l'heure, c'est en réalité, restons dans une situation où chacun doit participer. Chacun doit participer à la construction de notre pays. Et c'était ça la décentralisation. C'est-à-dire de ne plus penser le pays au niveau central, mais de le penser à la base. C'est-à-dire de stimuler. Dans chacun doit participer. Moi, je suis un bon villageois de Doumentan. Oui. Je cueille mon vin le matin, je m'occupe de ma petite plantation. Dans chacun doit participer. Mon rôle, c'est quoi? Alors, ton rôle, c'est lequel? Je prends celui de mon village. Un jeune qui fait, par exemple, dans la production du piment. Il s'organise en GIC, n'est-ce pas, en association. Il crée une entreprise. Quand vous créez une entreprise, que cette entreprise va apporter à l'État? Ça crée de valeur, non? Ça crée de valeur, de richesse, d'emploi. Parce qu'en réalité, on a l'impression qu'il y a un agent qui est posé quelque part et l'État va puiser cet agent pour distribuer. Ça n'existe pas. On est d'accord. Vous dites que les écoles sont construites. Les centres de santé sont également construits. Qui détient le rythme? Est-ce que c'est quand vous voulez que vous construisez cela ou alors vous attendez qu'on vous transfère quelque chose? Non, on nous a donc donné la capacité d'aller attaquer, d'aller chercher dans ces choses-là. C'est ce pouvoir-là qui a été transféré aux collectivités territoriales.
D'accord, on se comprend. Bon. Réaction au téléphone, bonsoir, quel plaisir de vous revoir sur les plateaux. D'accord, y a-t-il une école d'où sortent les experts en décentralisation? Votre expert et monsieur le maire défendent leur gombo. Ils ne disent pas la vérité. Allez-y, vous n'êtes pas même expert. Je voulais déjà dire, c'est la première question qui me vient. Oui. On construit les écoles. Les écoles pour enseigner quoi? Ça, c'est la première question. Et je vais revenir. Vous pensez qu'on doit pouvoir adapter l'école bien sûr. à d'autres réalités ou la Non, parce que depuis là, on est en train d'avoir une discussion qui est trop micro. Parce que quand on parle même de la gestion axée sur les résultats, c'est les petits concepts des Nations Unies lancés fin des années 90 et autres pour la gestion des projets. Nous ne sommes pas là en train de discuter projet là. Je crois que nous sommes en train de discuter vision, stratégie. Je vais vous dire, et je vais même revenir, et quand on parle espace marché, on parle compétition. Ça veut dire que on se retrouve il nous faut stratégiser d'une certaine manière. Et quand je dis les écoles pour former quoi, je vais donner un exemple. On dit par exemple la région du littoral qui commence depuis la zone, le Mungo et ici. Premièrement, on a des agriculteurs. On va penser stratégique. Les agriculteurs de la région du littoral, les agriculteurs du Mungo, ils ont un premier problème, il faut cultiver. Donc il leur faut une agriculture mécanisée. Mais ils ont un port qui permet de pouvoir importer beaucoup d'équipements. Donc on essaye de développer un mécanisme autour de cela pour que les équipements mécaniques puissent leur être acheminés facilement. Il faut transformer. S'il faut transformer, il leur faut une énergie. Ils ont la Sénégal, ils ont d'autres fleuves et autres qui peuvent leur fournir de l'énergie avec un coût beaucoup plus compétitif. Ils vont jouer sur un certain nombre de taxes, un certain nombre de facilitations et autres qui vont faire en sorte qu'ils vont créer un écosystème. Vous avez compris maintenant? Bon. Et cet écosystème-là, c'est la décentralisation. Il dit ce que peut-être on n'a pas compris. Voilà, ça qui n'a pas été enseigné. Et là, aujourd'hui, quand on regarde même, et je donne un exemple très simple. C'est dans la décentralisation. Et quand on regarde simplement la répartition de nos dirigeants, est-ce que vous voyez que ça a été pensé comme tel? Et à partir de cet instant, c'est là où je dis, est-ce qu'on ne peut pas se réasseoir? Ça ne veut pas dire qu'on va trouver la solution, mais est-ce qu'on ne peut pas réfléchir et même se réorganiser? Et maintenant, je vais revenir sur un autre problème. Avant d'aller sur un autre problème, vous avez la parole. Le premier que vous avez abordé sur la spécialisation, les spécificités des régions, le téléspectateur dit, Jean-Jacques Zé, je m'inscris en faux, lorsque monsieur le maire dit que ce sont les villageois qui fournissent les besoins dans le document de développement local. Dans mon village à Vengue, nous n'avions jamais vu les équipes. Sa Majesté à Tangana, c'est un chef de village. C'est le maire qui l'a dit, c'est comment de ce que vous définissez et ce qui est fait, on a l'impression justement que soit les communes ne l'ont pas vu de cette manière-là, soit non. C'est parce que moi, je reviens toujours sur l'aspect conception. Oui. Et je vais maintenant vous redonner encore, je dirais, un autre pan à regarder. Regardons l'aspect linguistique. L'aspect linguistique, qui peut être aussi un facteur par rapport à la décentralisation et à la réorganisation. Sous-entendons, par exemple, que vous ayez une région qui va, par exemple, de tout le grand littoral. C'est-à-dire tout le littoral qui va du sud-ouest jusqu'au littoral actuel. Par exemple, au sud-ouest, on parle pidgin. Je ne regarde que le problème linguistique. Je ne regarde pas les autres, qui vont aussi compliquer autrement, mais on peut toujours les analyser différemment. Au sud-ouest, on parle pidgin. À Douala, on parle pidgin. Jusqu'à Eder, on parle pidgin. Ça veut dire que cette zone-là, déjà, peut avoir, entre guillemets, sa langue régionale, qui peut être le pidgin. Le nord, l'extrême nord et la Damor, par exemple, tout le monde parle Foufoudé, par exemple. Ils peuvent avoir leur langue. Et on voit, par exemple, le nord, l'extrême nord et la Damor, ils font beaucoup d'élevage, ils font beaucoup d'agriculture, ils ont, par exemple, le coton, ils ont un certain nombre de produits agricoles, l'arachide, dont ils peuvent produire beaucoup d'huile, ils peuvent produire et autres. On peut développer un système même industrialisé, même faire des tissus. Ça veut dire que la SICAM peut, d'une certaine manière, au lieu qu'elle soit voilà, d'accord, que c'est ça la décentralisation. Oui, justement, moi, de développement, ça reste dans les actions. Je vais dire quelque chose. Je voudrais intervenir parce que le débat commence à devenir très intéressant. Voilà. Et vous voyez que nous sommes tous autant intéressés par
l'augmentation du PIB au Cameroun. La décentralisation, c'est quoi? C'est un consensus entre les politiques étatistes et les politiques libérales pour promouvoir le génie dans le développement territorial. C'est exactement ce que le frère en face a expliqué. Cas pratique, ce sera peut-être le dernier. Jean Jarzé, avant l'université de Bertois, il y avait combien de population dans la ville de Bertois? Très peu de gens. Quel était le niveau de la compétence présumée sur Bertois? C'était le lycée, c'est-à-dire qu'à Bertois, on réfléchissait au niveau de la classe de terminale. Et laisse-moi terminer. On va comparer jusqu'au bout. Et les meilleurs produits de Bertois, c'est-à-dire ceux qui avaient le bac, étaient siphonnés par la ville de Yaoundé. Et l'État, dans sa politique d'aménagement du territoire, dit la région de l'Est a besoin d'une population et d'une masse critique. On crée l'université de Bertois, qui cette année, suivant les statistiques du recteur Pegniem, attend 4000 étudiants. 4000 étudiants, ça veut dire quoi? Ça veut dire on a un mécanisme qui retient à Bertois 4000 enfants qui ont le niveau du bac. Au bout de 5 ans, ces enfants ont le niveau de master, de manière plurielle en termes de compétences. Qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne 4000 retenues chaque année. Si on minore la fonction de croissance, ça fait 4000 fois 5, ça fait 20 000. À Bertois, vous avez donc 20 000 personnes qui réfléchissent en termes de production, qui sont bien formées et qui sont de production ou de consommation. C'est moi je vois en termes de production et de où est l'aspect production lorsqu'on a 20 000. Mais monsieur le directeur, quand un gars est bien formé et qu'il a le niveau de bac plus 2, c'est un technicien de la production. Dans quelle université? Dans les universités. Dans le système. Une faculté de sciences juridiques et politiques et consorts. Dites-vous bien, ce n'est pas parce que ça peut mal se passer que c'est prévu de mal se passer. Un monsieur qui est en situation de formation a vocation à devenir compétent et à transformer son environnement. Et ce n'est pas parce que il peut avoir des mécanismes de formation qui ne sont pas performants que ce n'est pas prévu. Nous allons donc travailler sur l'hypothèse de ce que les mécanismes de performance, de formation sont performants. Nous avons donc au bout de 5 ans 20 000 gars qui sont capables de parler de transformation de la région de l'Est. Mais monsieur Jean Jarzé, si vous avez 4000 bac plus 5 dans la région de l'Est, vous attendez Yaoundé pour parler de développement? Non. Vous avez une force de production, vous avez une force de consommation et vous pouvez développer un marché. Qu'est-ce qu'on fait observer à la région de l'Est depuis? C'est quoi? C'est une région sous-peuplée, n'est-ce pas? Et quand on dit sous-peuplée, mon cher ami, vous êtes condamné au sous-développement. Parce que si vous êtes sous-peuplé, vous ne pouvez pas... Si on est peuplé de consommateurs, je ne suis pas sûr qu'on va le développement. Prenez la chose. Vous avez 20 000 gars qui sont formés en sciences juridiques et politiques. Prenez la chose. Je ne vois pas comment ça va Prenez la chose comme une force de production et une force de consommation qui est localisée. Ça crée immédiatement... Pour produire, il faut les moyens. Ça crée immédiatement 2 effets. Premier effet, il y a un dynamisme local qui se développe. Deuxième effet, il y a une augmentation du niveau de la réflexion au sein de l'écosystème. Et dès que vous avez des génies qui sont capables de penser, au commencement était quoi? La parole. Tout a été fait avec elle et tout a été fait par elle. Si vous appliquez cette sagesse, vous dites donc que l'État accompagne la décentralisation en retenant les meilleurs gars de l'Est à l'Est, en créant des cadres qui permettent de les former, permettant donc aux maires et aux différents conseillers régionaux de trouver en face d'eux des gars qui sont capables de produire localement, de penser la localité et de l'exporter. Je vais finir avec un autre... Permettez qu'il finisse, soyez pas pressé. Je vais terminer. Quand vous êtes dans la région de l'Est, quand vous passez... Un autre exemple. Ce qui est valable pour l'Est, je parle de l'Est parce que c'est chez vous, vous visualisez. Ce qui est valable pour l'Est est valable pour le Sud, le centre, le littoral, ainsi de suite. Quel est le débouché économique de la région de l'Est? C'est la ville de Yaoundé.
Ça veut dire que le président du conseil régional, il peut le penser, il peut ne pas penser, doit développer une relation commerciale entre la région de l'Est et la région du centre. Exactement. Ça veut dire quand il vient voir Timiévouna à Yaoundé, c'est pour discuter avec lui des débouchés. À Doumé, c'est quoi? C'est le plantain. Ouais. Des débouchés de plantain. Comment est-ce qu'on vend son plantain à Yaoundé? Comment est-ce qu'on va... Ce qui est valable pour le plantain est valable pour le macabo, est valable pour ceci, ainsi de suite. Voilà ce qu'on appelle penser décentralisation et développer localement. Une fois que vous avez ça, Jean-Jacques Zé, le président de la région de l'Est se lève chaque matin et dit, j'ai un partenaire commercial direct, c'est Yaoundé. Et quand il retourne chez lui, il pose la question à son conseil et à ses maires. Comment on s'organise pour capter l'argent qu'on a à Yaoundé? C'est ce qui s'est traduit au niveau des États par l'exportation. Quand vous dites qu'on fait le cacao pour exporter, c'est pour faire quoi? C'est pour générer des devises. D'accord. C'est la même chose au niveau local. Et c'est ce que Nkonjok, c'est ce que Nkonjok essayait d'expliquer. Et tant que vous avez une population qui ne comprend pas ça, vous êtes perdu. C'est pour ça que je dis toujours... c'est là où vous ne serez pas d'accord avec monsieur. C'est là où je dis toujours... Population, il faut former. La population, ce n'est pas seulement ceux qui n'ont pas de pouvoir d'achat ni de décision. La population, c'est aussi le directeur qui est au ministère de l'Éducation de base. Un directeur, ça vit dans une commune qui est au niveau d'éducation de base. Et qui est le sujet du maire. D'accord. Et qui doit discuter avec le maire de Merci à M. Assembe. Chez vous, nous sommes là. Quel impact sur le développement local? Ce que j'entends là. On est perdu. On est perdu. Monsieur le maire a parlé de sa localité où un gars qui cueille le vin, il fait logique. Ils font logique, ils produisent le piment. Okay. Est-ce que monsieur le maire peut nous expliquer les mécanismes que la localité qu'il gère a mis en place pour, au cas où les gars produisent 20 tonnes de logique produit 20 tonnes de piment. Le marché, ils doivent aussi chercher le marché. Conservation et peut-être mini-transformation. C'est de ça qu'on parle. Voilà la thématique. Et vous l'avez donc compris? Non, donc je ne comprenais pas. Vous pouvez parler de nous. Ce que monsieur Assembe dit, c'est l'imaginaire. Non. Le président de région qui le regarde là ne se retrouve même pas. Le président de région qui le regarde là, il dit oh, quel cours magistral de décentralisation. Mais ici, nous parlons de l'impact. Quand on parle de l'impact, c'est de l'opérationnalité. C'est-à-dire, quand le gars que monsieur le maire dit là... Vous donnez un cas pratique? Mais le cas pratique, vous l'avez donné. Je vous le donne encore. C'est-à-dire, le piment là. Premier point, le piment, la production du piment est délicate parce que le piment en 24 heures peut pourrir. Bon, c'est un exemple pour dire que le jeune peut s'organiser. Il peut s'organiser à produire. Mais maintenant, l'impact de la décentralisation, quand les jeunes se sont déjà mis ensemble, ils ont produit 20 tonnes de piment. Mais ce n'est pas une nouveauté pour ceux qui est logique. Oui, c'est pas une nouveauté aussi, parce que c'est lui qui a évoqué. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous avez, vous, l'élu local, mis en place comme mécanisme de conservation? Premier point. De transformation, pas transformation industrielle, mais peut-être de séchage. Vous avez des mécanismes de séchage de piment? Je pense que non. C'est notre rôle. Nous ne sommes pas dans le rôle ici, nous sommes dans l'impact. Je vous dis que vous devez prendre un cas pratique. Permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Allez-y. Je ne vous accuse pas, je voulais même vous sauver. Mais comme vous voulez défendre votre comme les téléspectateurs, comme vous voulez défendre vous avez bien commencé en disant que les maires souffrent. Ils souffrent, ils ne vont pas assumer tout souffle. Est-ce que les maires sont honnêtes? Mais les maires sont finalement honnêtes. Ils ne sont pas honnêtes parce qu'ils respectent il respecte la discipline du parti. Moi, je voulais le sauver. Je veux dire, monsieur le maire, que vous n'avez pas les moyens, mon frère, qui est là. Les moyens qui peuvent vous permettre d'accompagner ces jeunes que vous avez dit là. C'est-à-dire, les jeunes qui ont le gîte de piment là. Si actuellement, les jeunes de la localité vous disent que dans 3 mois, on va produire le piment, vous avez le moyen de marché. Première chose, le marché. Ça veut dire que quand ils vont produire 5 tonnes de piment, tu vas vendre ça où?
C'est en disant qu'on vient voir Timevuna. Timevuna est un marché de vente. C'est un exemple. Non, c'est un exemple. Non, l'exemple, je m'appuie. Est-ce que Timevuna a une mission d'accompagnement? Donnez-moi une minute si vous voulez. Je dis donc, est-ce que Timevuna a un marché de vente de piment? Je ne pense pas. Il faut donc créer des marchés extra. C'est-à-dire quoi? Est-ce que le maire a les moyens, par exemple, de faire un partenariat avec une commune du Nigeria qui a besoin du piment, du gari, je prends l'exemple. C'est pour ça qu'on parlait, j'ai évoqué la question de sociologie. Pourquoi, par exemple, au nord-ouest, c'est le gari. Et le Nigeria consomme exagérément cet élément. Est-ce que c'est la même chose à l'Est? Le maire de l'Est peut mettre le même projet sur pied? Non. Lui, il parle de piment. Est-ce que donc vous avez le mécanisme de pouvoir aller? Mais parce que j'ai entendu que la décentralisation, ce n'est pas forcément l'argent. Non, la décentralisation, c'est l'argent. Il ne faut pas nous dire des choses qui ne peuvent pas tenir. Si un maire n'a pas les moyens d'aller faire un partenariat avec une structure, peut-être hors du pays, peut-être un partenaire privé étranger, j'ai 3 gigs de jeunes qui produisent 20 tonnes de piment. Et moi, en tant que maire, je voudrais que tu puisses acheter. Donc le maire est allé chercher le marché. Maintenant, il faut mettre les moyens de conservation. Les moyens de transformation. Et c'est pour cela que nous insistons sur ce point. L'argent qui doit être reversé pour permettre à ce que, même s'il ne veut pas l'avouer, le sauver. Pour le sauver, il a les moyens d'aller chercher des partenaires hors du pays, hors de frontières, qui ne seront plus des partenaires de Timevuna. Parce que Timevuna n'a pas les moyens. Lui-même, il a des problèmes. Lui-même, il a des problèmes. Le conseil régional, il a un budget de 3 milliards par an. Voilà. Donc, lorsque vous amenez ce marché, le conseil privé du Nigeria, du Gabon, ou je ne sais pas, de la RCA, vos jeunes croiront en vous et comprendront que, ces chics ne seront plus des chics simples, ils vont produire une plus-value, c'est-à-dire l'emploi. Lorsqu'on lit les réactions des maires sur les réseaux sociaux, les forums, un maire dit, vous voulez que je fasse quoi? Je n'ai reçu que 167 millions, je ne sais pas quoi ils appellent, il y a des noms pour accompagner tout cela. Il n'a reçu que 177 millions. Moi, je veux faire quoi? Oui, je crois qu'on se comprend bien. Pour sa chute, elle est bonne. On commence à se comprendre. Non, nous ne refusons pas, vous comprenez. Hein? Ce qui devrait être transféré aux communes, que cela soit fait. Ça, nous sommes d'accord là-dessus. Mais ce que je voudrais... On va insister. Voilà. Si vous n'insistez pas, nous insistons. Parce qu'il faut insister devant la caméra. Je prends sur moi parce que nous côtoyons les maires au quotidien. Quand on a notre bien, il dit la vérité. Les maires ont besoin que les transferts soient effectivement faits. Très bien. Bon, là, je suis d'accord. Merci, vous m'avez aidé. Je suis d'accord avec vous. Parce qu'il ne faudrait pas que je me fasse lyncher par les maires. Parce que ne faites pas comme si j'étais quelqu'un qui... Voilà, la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que le peu qu'on nous transfère, n'est-ce pas, nous permet de réfléchir. Parce que il ne s'agit pas seulement d'un transfert de moyens, mais il s'agit pour nous de capitaliser le peu que nous avons. C'est-à-dire des transferts qui nous ont été, des compétences qui nous ont été transférées, pas seulement financières. Il y a les compétences légales, les compétences structurelles. Il y a beaucoup de choses, des moyens, des trucs qu'on nous a transférés pour qu'on puisse agir. Je voulais donc préciser un cas simple de pratique de décentralisation. J'ai signé un contrat avec une entreprise locale de chez moi, sans publicité, Covagro, qui fait dans la production parmi à huile, savon et autres. Alors cette entreprise vient rencontrer la commune et dit que elle a besoin d'huile de palme. Elle a besoin de l'huile de palme. Et elle en a marre de produire des palmes et puis livrer à d'autres. Elle a créé sa société de savonnerie, de savon. Et elle a donc besoin. Elle a donc saisi les communes. Nous avons captivé le projet. Qu'est-ce que j'ai fait? Les peu de moyens que j'ai reçus du MINDEVEL, du ministère de la décentralisation, je suis en train de créer 200 hectares de palmiers à huile. Vous avez encore besoin de combien? Dites-la. Non. Dites-la, je vais vous aider. Je vais vous parler d'un cas. Non, nous disons que ce projet, nous nous permettons de faire la publicité. Il faut encore combien pour que ceux qui doivent vous transférer les fonds, vous transfèrent vos fonds? Un projet s'inscrit dans la durée. Vous comprenez? Nous avons commencé avec 100 millions de francs. Nous allons installer plus de 200 jeunes dans notre localité et nous allons continuer notre partenariat avec cette entreprise. Ça veut dire que le palmier qui sera produit à Atok dans 3-4 ans
aura automatiquement trouvé ses débouchés. débouchés. Il y a là-dedans la création d'emplois, il y a là la création des richesses. Des cas comme ça sont légion. Je viens de construire toujours dans ma commune un poulailler. Je suis en train de mettre en place une ferme à volaille. En réalité, on nous demande de devenir des communes productrices des richesses. Les entrepreneurs politiques. Voilà, donc nous devons produire. Donc, voilà, donc c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il avait compris un peu où nous allons. Prenons du temps, nous courons pour arriver là, il faut que les ressources suffisantes. Nous comprenons bien, ne courons pas. Je vous dis bien, quand vous faites un calcul simple avec des experts, c'est pour ça que l'éducation aussi est bien, avec des experts qui vous disent par exemple ce que peut vous produire une ferme, peut-être de 5 000 ou 10 000 poulets, par exemple. Vous allez voir que très rapidement, vous pouvez même fermer les yeux sur les 170 millions qu'on vous envoie de l'autre côté. Donc en réalité, c'est une construction. Moi, je ne voudrais pas qu'on prenne la décentralisation. On est sur la construction, justement. Voilà, nous sommes sur la construction. Est-ce que depuis qu'on est sur cette construction, vous sentez que... moi, je le sens. Oui. Moi, je le sens. En tant que maire. Moi, je le sens. Quand les populations le ressentent. Mais les populations le ressentent. Quand, par exemple, les jeunes vont bénéficier, peut-être 100 ou 200 jeunes vont bénéficier des emplois liés à la production de palmier à l'huile, ou bien certains seront recrutés dans le ratio de la population sur 200 jeunes. Non, c'est déjà un début. Je vous comprends bien. Je vous comprends. En réalité, je voudrais dire simplement ceci, en conclusion, pourquoi je ne m'évade pas. Il y a beaucoup de choses à faire encore sur le terrain. Le travail intense. Alors, il y a beaucoup à faire. Si vous faites une échelle, on commence par quoi? Vous demandez qu'on insiste sur quoi pour que l'impact soit visible, palpable? La première chose, c'est commencer par le capital travail. Il faut bien que le capital humain, l'homme. Il faut bien que chacun de nous se sente producteur que consommateur. Si nous estimons que nous allons croiser nos bras, attendre que tout viendra du haut, nous n'allons jamais nous développer. C'est-à-dire que je prends... Il y a beaucoup de mecs qui sont concernés. Je prends la responsabilité. Parce que vous parlez de la décentralisation. Nous devons capitaliser le peu de ressources que nous avons. Nous devons capitaliser notre environnement. Je prends la région de l'Est. Je vous dis, vous jetez un grain d'arachide, il va pousser dans la région de l'Est. Hein. Ouais. Je prends un grain de maïs, vous le jetez, il va pousser. Mais combien de personnes produisent le maïs à l'Est? On ne va pas le transformer. Non. Il va pousser et pourrir. C'est aussi ça la réalité. Produisez d'abord. Même quitte à d'un côté, vous produisez, d'un autre côté, l'État fait son travail. Je vous ai parlé du rôle important que le fonds routier. Moi, je suis un bénéficiaire du fonds routier. Depuis plus là, vous êtes encore, vous nous ramenez à Yaoundé. Non, mais le fonds routier, c'est Yaoundé. Monsieur, il y aura toujours Yaoundé. Sur le plan de la décentration, sur le plan local, de répondre aux questions comme celle-là sans passer par le Non. Faisons attention. Hein. Ne pensez pas qu'il y aura d'un côté les communes et d'un autre côté l'État. Hein. Nous faisons tous le même travail, qui est le seul, celui de l'amélioration des conditions de vie des populations. Chacun avec sa spécificité. Vous comprenez? Vous savez combien il est difficile de partir d'Adok avec un problème pour le fonds routier, alors que si vous agissez au niveau du conseil régional, la réponse est... Alors, je voudrais donc dire ceci. Lorsque ma commune pourra produire 1 milliard avec son palmier à huile ou bien son poulailler, ma commune n'aura plus besoin d'aller au fonds routier. Vous allez acheter vos engins, votre matériel. C'est vers là que nous devons aller. D'accord. Bonsoir à tous sur le plateau. L'expert sur le plateau n'a aucune maîtrise des réalités du Cameroun. On a des promotions des ingénieurs formés dans les écoles de mines au Cameroun. Après leur formation, qu'est-ce que la localité a mis à leur disposition pour exploiter ce potentiel? Cet expert est un théoricien de la décentralisation. Juste, lors depuis... voilà, vous vouliez réagir tout à l'heure, monsieur le maire. Non, je commence à me réjouir comment la discussion est en train d'évoluer. Parce que, en réalité, à un moment, là, j'ai pensé à... c'est lui qui a parlé d'allégorie, mais j'ai pensé à l'allégorie de la caverne de Platon. Parce que on avait l'impression que certains voulaient qu'on discute un certain nombre de choses et d'autres avaient toujours tendance à se mettre à la défensive, comme si on est là pour dire que des choses vont mal et autres. Je crois que je ne viens pas dans les débats pour dire que les choses vont mal ou quoi que ce soit. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de se dire que tous les Camerounais ont une vision entre guillemets commune. Ça veut dire que comment nous voyons notre pays et qu'on soit avec ceux qui gouvernent aujourd'hui ou de l'opposition, en réalité, on a envie d'avoir un pays qui est on s'appelle le continent. Et si on s'appelle le continent, ça veut dire qu'on veut être la locomotive, on veut être les premiers. Je fais partie de ceux qui sont partis en Europe début des années 80.
et autres, et les Camerounais ne se prenaient pas pour n'importe qui. Même au niveau des résultats scolaires, s'ils n'étaient pas au-dessus de tous les autres, ils ne se sentaient pas bien. Donc aujourd'hui, retrouver le Cameroun à ce niveau-là, je suis sûr que nous tous qui sommes ici... On est d'accord avec vous parce qu'on va sortir l'émission bientôt. Bon, vous dites que c'est mal pensé au départ, mais il n'est pas tard. On peut encore s'asseoir bien sûr, et rectifier. S'il faut rectifier, on rectifie quoi? C'est là où je voulais chuter. Et je me dis, quand on commence à avoir une discussion et on voit comment nous sommes actuellement en train d'évoluer d'une certaine manière, ça veut dire que tous les cadres déjà, nous sommes capables d'avoir une seule voix et de pouvoir harmoniser nos vues et pouvoir évoluer. Effectivement, si c'est mal pensé, ça veut dire que des gens comme nous sont même capables de s'asseoir et se dire comment est-ce qu'on peut faire pour que ce soit mieux pensé. On est capable de le faire. Malheureusement, aujourd'hui... Et là, vous dites quoi de façon concrète? Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on avance dans la décentralisation et que l'impact commence à être palpable? Mais déjà, je crois que le problème des ressources humaines et autres, parce que dans toute approche, quand vous avez lancé un mécanisme, c'est ce que les anglo-saxons appellent le twin track approach. Vous avez une approche, vous n'allez pas tout arrêter pour pouvoir lancer autre chose. Vous continuez avec cela, mais vous mettez en parallèle un autre mécanisme qui va vous permettre de vous rattraper et pouvoir accélérer. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on a parlé de la formation à tous les niveaux. Que ce soit en haut, pour que les gens comprennent vraiment l'essence de la décentralisation, jusqu'au niveau de ceux qui la mettent en œuvre en bas, pour qu'ils comprennent exactement comment cela doit être fait. Mais maintenant, par rapport à la construction des différentes masses critiques, la construction stratégique et même la vision de la décentralisation et même le niveau où on veut l'amener. Parce que quand on dit décentralisation, on n'a pas mis un terme quantitatif. Ça veut dire, est-ce qu'on veut avoir une décentralisation accentuée, avancée? Est-ce que la communauté doit maintenant être créée autour de quoi? Il y a un certain nombre de choses qu'on doit stratégiser, positionner, être sûr et que tous ceux qui la mettent en œuvre sachent exactement là où ils doivent arriver. Aujourd'hui, on fait une navigation à vue. Chaque fois qu'on a un petit problème, on corrige. On a ceci, on lance les zones d'exception, on a ceci, on améliore et ainsi de suite. En réalité, on n'a pas une vision. Mais à ce rythme-là, c'est quand même inquiétant, non? Quel rythme? Le rythme actuel? Oui. Mais bien sûr que c'est inquiétant, une décentralisation lancée en 96. Bon, il faut quand même savoir qu'une décentralisation, c'est un mécanisme dynamique. Hein. Voilà. C'est pas un mécanisme statique. Ça veut dire que même si ça allait plus vite, très malin, même si ça allait plus vite, c'est très rapidement. J'essaie, d'accord. Le rythme n'est pas bon. Je suis physicien de base. Même quand j'essaie de parler politique que j'ai appris sur le tard et autres, j'essaie quand même de ramener des choses pratiques et concrètes. Oui. Et aujourd'hui, ça va très lentement. Il faut trouver d'autres visions et stratégies pour pouvoir accélérer tout cela. Mais en même temps, c'est un phénomène dynamique. Ça veut dire que même dans 10 ans, je ne crois pas qu'on sera arrivé là où on veut. Non, là où on n'est jamais achevé ailleurs. On arrivera à un niveau où on est assez avancé. Je veux juste donner un exemple peut-être pour terminer. Oui. Vous savez, quand on parle de décentralisation, et là je crois qu'on s'est vraiment bien compris. Si vous allez par exemple dans un pays comme la Chine, vous allez dire que c'est un grand pays, mais repris par rapport à nous, vous allez voir là où on va dire on produit les panneaux solaires pour faire les mécanismes solaires, les systèmes solaires et autres, c'est une région. On produit pratiquement tout là-bas. D'accord. Et c'est ça qui alimente les autres. Si vous allez dans un pays comme la Corée, par exemple, on va vous dire les directions générales, et eux, ils ont beaucoup d'administrations publiques et même des grandes entreprises, on les oblige, ne sont pas à Tokyo. Non, Tokyo, c'est le Japon. Ne sont pas dans la capitale. Donc, vous allez les trouver, vous allez partir à Ulsan, vous allez partir à Busan, vous allez trouver la direction générale de telle société. Pourquoi? C'est comme ça qu'on développe la décentralisation. Il y a une stratégie bien définie qui fait en sorte qu'on envoie les grandes directions dans des petites localités parce que ces grandes directions, c'est des attraits de développement et autres. Nous, aujourd'hui, je dirais, on a dit décision, décentralisation, et de temps en temps, aujourd'hui, c'est les 15%, tout le monde se bat sur 15%. Et peut-être même si vous leur donnez les 15%, ils ne seront pas capables de les gérer. Alors, vous ne direz peut-être pas cela, dans le cas de la formation, est-ce que les maires sont concernés? Est-ce qu'il y a une question sur le profil des maires? Est-ce qu'on peut passer aux maires qui pensent, qui ont des projets, des visions, au lieu des maires qui savent applaudir, qui sont encore à la tête de l'Obéry aujourd'hui, parce qu'ils savent chanter plus fort que tout le monde, Paul Biya, toujours Shoga. Est-ce qu'on peut avoir d'autres maires qui comprennent? Le problème que nous avons ici, dans nos pays africains,
c'est de croire que les maires, c'est des très hauts fonctionnaires pour certains, hein, donc qui ont fait l'ENAM et autres, donc, mais c'est de croire pour certains. Oui, pour certains. C'est de croire que oui, parce qu'on a un doctorat, mais c'est fondamental d'avoir un mec qui se comprend. Non, parce qu'on a un master, on est manager et ainsi de suite. Je crois que c'est complètement faux, effectivement. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une action de leadership, il y a une action de metteur en œuvre et il y a une action de soutien. Ça veut dire que les leaders ne sont pas obligés de maîtriser tous les mécanismes de la décentralisation parce qu'ils ont des managers qui savent faire leur rôle. Ils doivent avoir également des agents. Et les managers ont des agents mais il faut de l'argent. Oui, il faut de l'argent pour les payer. Des agents municipaux qui connaissent exactement ce qu'ils doivent faire. On ne sait pas que c'est une commune aujourd'hui qui peut recruter un bon ingénieur de génie civil, un bon ingénieur des eaux et forêts, ainsi de suite. Ils n'ont pas de moyens. Le problème, non, ils n'ont pas de moyens, ça c'est un fait. Mais aujourd'hui, même le leadership a certaines difficultés. Le management est défaillant. Merci Vincent Konjok d'être venu. On va boucler avec vous, hein, avec le livre, inviter Monsieur le maire pour qu'il vienne assister à la dédicace. C'est quand pour Yaoundé la dédicace de Yaoundé, non, actuellement, on va la relancer pour début du mois de janvier. Et maintenant que j'ai pu rencontrer les uns et les autres, les spécialistes de l'information, et ce seront très grand plaisir. C'est vos échanges. Non, ce ne sont pas les dédicaces, c'est toujours des conférences. Non, en réalité, c'est des conférences, c'est des discussions, parce que effectivement, nous sommes rentrés dans la logique de la discussion, de sortir des problèmes de faits divers et d'entrer maintenant dans les problèmes de construction de notre futur. Et là, tout le monde, que ce soit l'opposition, le parti au pouvoir et ainsi de suite, la société civile et même ceux qui ne pensent pas politique, tout le monde aujourd'hui doit œuvrer pour pouvoir faire que nous puissions évoluer. Merci. Et ce livre essaye, je dirais, tant aussi peu soit-il, essaye quand même d'amener des gens à la réflexion et autres par rapport au développement du pays. D'accord. Bonsoir à vous sur le plateau, le grand soir. Concernant la thématique de ce soir, je peux vous rassurer que la décentration au Cameroun reste encore des effets d'annonce, des discours du pouvoir de Yaoundé. Sinon, Valentin depuis une colmetette, ouais, que c'est le village, c'est la communauté qui s'exprime. Ils disent que c'est vos discours de Yaoundé là-bas, ici, chez vous, sur place, en colmetette. Justement, donc moi je dirais pour conclure que il faut principalement une assistance technique et opérationnelle auprès des collectivités territoriales décentralisées. C'est-à-dire il faut une formation des entrepreneurs politiques et que les gens cessent d'être des politiciens de convention pour être des politiciens de conviction. Et ainsi, ils sauront mieux intégrer leur population à leur projet politique. Parce qu'il y a la plupart des maires n'ont pas un projet politique ils attendent l'ordre de la discipline du parti. Et c'est ça le véritable problème. Deuxième aspect, il faut que l'administration, parce qu'il y a quelque chose qui bloque aussi cette dynamique dont parlait l'aîné, c'est que nous avons une administration qui refuse. Moi j'insiste. On vous dit que l'administration qui donne la chèvre et retient la côte. On dit à un ministre que prend l'argent des maires, le donne au maire. Comment à la fin du budget, le jour qu'il a bien dormi, il envoie un peu et avant le compte se retrouve qu'il n'a que donné 5%, 5 sur 15. Et personne ne parle. Voilà. Et donc, monsieur le maire va dire, je vais t'aider. Il faut que cette administration soit... Parce qu'elle ne parvient pas à se libérer elle-même. Parce que notre administration, elle est enchaînée elle-même dans un style de colonialisme, du néocolonialisme, c'est-à-dire ils refusent d'être dynamiques, ils refusent de se libérer. Merci. Parce qu'ils sont abattus à une chose. Nous sommes des Ngomna. Voilà. C'est les commandants. On a compris l'image. Les 2 millions, on les donne naturellement à Henri Sévéré Assembe. Qu'est-ce qu'il faut faire très rapidement pour que la théorie qui est dite, le bon schéma que vous avez défini, soit transformé dans les faits et que nous, on puisse ressentir quelque chose du côté d'un colmettet. Nous avons besoin des Camerounais autodéterminés. Des Camerounais autodéterminés qui sont capables de se lever un matin et de se dire nous allons faire ci ou ça et de l'évaluer à la fin de la journée. C'est des Camerounais qui sont rares sur le marché en ce moment et si nous ne les avons pas, il n'est pas possible d'atteindre les attendus de la décentralisation. Nous avons besoin des process et je vais rejoindre mon collègue chimiste ou physicien. La réaction est chaîne. Et il faut que cette administration soit, parce qu'elle ne parvient pas à se libérer elle-même.
Quand on dit la réaction à chaîne, c'est que dès qu'on a dit en haut décentralisation pour produire le développement dans les territoires, c'est la chaîne. Et pour qu'on ait des réactions en chaîne, il faut bien entendu qu'au niveau de la chaîne, tous les maillons soient préparés. On les prépare comment? Par la formation. Et enfin, je vais faire un coucou à mon co-panéliste. C'est que je suis promoteur de l'Institut des hautes études sur la gouvernance territoriale et décentralisation. Et les étudiants de cette école se nourrissent essentiellement de ce type de choses. Je l'invite donc à nous animer une conférence en début d'année pour que les uns et les autres comprennent sa vision de la construction d'un État développementaliste communautaire qui pourra donc générer la fécondation à partir de leur vision aussi, et de la confrontation permettra de produire des résultats. Merci monsieur, c'est un plaisir de vous avoir reçu sur la causerie du Grand Soir sur Info TV. Le prochain rendez-vous c'est demain 17h avec d'autres invités et d'autres thématiques. On espère que vous serez nombreux à nous regarder. Merci monsieur le maire pour avoir fait le déplacement d'Atok. Vous venez participer à ces échanges nourrissants. Tout à l'heure à 19h, rendez-vous avec l'actualité en langue anglaise. Et puis à 20h, le grand format de l'actualité du soir en langue française. Merci d'avoir regardé. À demain.